ceux qui veulent agir dans le champ éducatif en proposant notre expertise à travers des formations et des campagnes de sensibilisation auprès du jeune public. Parce que déconstruire les représentations sexistes auprès des plus jeunes, c'est déjà agir efficacement pour lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Grâce à l'Observatoire régional des violences faites aux femmes et aux côtés des professionnels sur le terrain, nous améliorons la connaissance, par exemple, en décryptant le cybersexisme et les cyberviolences pour mieux repérer et protéger les femmes victimes de violences. À travers ces 4 missions, le Centre Hubertine Auclair et ses membres structurent un écosystème unique pour construire et diffuser une culture de l'égalité en Île-de-France. Voilà, donc pour le centre Hubertine Auclair, donc vous dire qu'on est effectivement une petite association, une quinzaine de salariés. Moi, je travaille spécifiquement sur les questions d'éducation à l'égalité. Je vais vous en dire un petit peu plus. Et puis, on travaille beaucoup ensemble avec Anna sur les thèmes en lien avec les cyberviolences à caractère sexiste et sexuel. Hem, sur l'éducation à l'égalité, donc on a, nos actions se déroulent en 3 axes et puis on a un petit PowerPoint qu'on va remettre et sinon dans tous les cas, on vous enverra toutes les ressources, qu'on mentionne dans le PowerPoint, par mail. Donc 3 axes, la création, la promotion d'outils éducatifs, des expositions, des campagnes, des vigies, des malles. On essaye vraiment de vous simplifier la vie, de mettre à disposition le plus possible de ressources et d'en créer nous-mêmes, quand on peut, quand on y arrive, et sur des thèmes sur lesquels il y a peu de ressources. La production de connaissances, des études, des guides et puis la formation des professionnels, avec des formats, divers, dont celui-ci, ce cycle de webinaires. Hem pour vous rappeler, hein, voilà aussi que cette formation s'inscrit, dans le cadre d'un cycle de webinaires, qui court sur l'année 2022-2023. Voilà, le but c'était, d'arriver à toucher un large public, que vous êtes, de professionnels de l'éducation. Donc vraiment c'était ça notre cible à tous les niveaux sur des thèmes, en lien avec les questions, d'égalité, les questions de genre, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l'accueil des jeunes LGBTQIA+, et nous en sommes à la 4e séance déjà de ce webinaire, donc sur la question du cybersexisme. Encore 2 autres dates devant nous. Le 15 mars sur l'accueil des jeunes LGBTQIA+, et le 19 avril où on vous présentera, une étude sur les freins à l'orientation des filles dans les filières numériques et informatiques du lycée. À chaque fois, vous pouvez vous inscrire, en ligne, voilà, via notre site, c'est gratuit, il faut vous inscrire pour chaque séance du webinaire, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à diffuser aussi l'information, autour de vous. À l'issue de chacun des webinaires, nous envoyons, heu, un email avec toutes les ressources qui ont été mentionnées dans le webinaire, donc vous le recevrez, à l'issue de ce webinaire, quelques jours après, pour que vous puissiez avoir toutes les ressources dont on a parlé. Et puis le webinaire est enregistré, ce qui nous permet de le proposer, de le diffuser aussi en replay sur notre site. Donc si vous avez, manqué les autres webinaires, les webinaires précédents, vous pouvez aussi les retrouver, et les revoir ou les partager avec vos collègues, de cette façon. Voilà, j'en profite comme on est plein pour vous dire un petit mot, sur nos dernières publications, qui peuvent vous intéresser, qui sont disponibles en ligne gratuitement sur notre site. Donc cette étude sur les freins à l'accès des filles aux filières informatiques et numériques, qu'on va représenter au mois d'avril, mais que vous pouvez, déjà retrouver, hein, l'étude et la synthèse, vraiment passionnante qui a été menée, une étude sociologique qui a été menée dans des lycées d'Île-de-France, pour mieux comprendre les choix d'orientation et mieux comprendre comment l'expérience du lycée va aussi avoir un impact sur ces choix et notamment sur les élèves en minorité dans leur filière, ici les filles dans les filières informatiques et numériques. Un guide sur les espaces scolaires du secondaire au prisme du genre, avec aussi, tout un tas, d'idées, pour mener des actions vous à votre niveau. Et puis, le dernier document, le Memento, mettre en œuvre des actions pour favoriser l'égalité filles-garçons, lutter contre le sexisme et les LGBTQIA-phobies. Là, c'est vraiment, l'outil, de base pour démarrer avec le rappel de tous les textes qui, encadrent ces questions au niveau de l'éducation, des définitions, des chiffres et puis un outil, de diagnostic pour pouvoir, un peu en savoir plus sur, ce qui se produit dans votre établissement, impliquer l'ensemble de la communauté éducative, pour pouvoir, mener des actions. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver en ligne. Hésitez surtout pas, à les consulter, à les utiliser.
Et puis un dernier petit mot avant de passer la parole à Anna pour vous rappeler qu'on organise maintenant pour la 3e année un concours qui s'appelle Ton podcast pour l'égalité, qui s'adresse à des jeunes de 14 à 18 ans, en groupe ou non. Et l'idée, c'est de leur permettre de produire des courts podcasts de 3 à 5 minutes sur des thèmes à chaque fois qu'on définit chaque année. Là, vous avez à l'écran les 3 thèmes de cette année pour le 29 avril. Donc voilà, n'hésitez pas à vous saisir aussi de ce concours. Ça peut être une façon d'amorcer quelque chose, de travailler avec les élèves sur des sujets en fait assez variés. Pas besoin d'avoir de grandes connaissances techniques. Et puis il y a plein de choses sur le site du concours, à la fois sur comment enregistrer son podcast et aussi sur les sujets, quelles ressources, comment on peut faire pour travailler sur ces thèmes avec les élèves. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction un petit peu générale. Je laisse la parole maintenant à Anna Clara qui va continuer l'intro sur le sujet du webinaire et puis surtout nous partager son expertise sur les questions de cybersexisme. Merci beaucoup Gaëlle. J'espère que vous m'entendez tous et toutes bien. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là pour ce webinaire. Donc, je m'appelle Anna Clara Valla. Mon pronom, c'est elle et je suis donc chargée de mission sur les cyberviolences sexistes et sexuelles à l'Observatoire régional des violences faites aux femmes du Centre Hubertine Auclair. Donc, comme vous présentez, Gaëlle vous a présenté le centre et savoir qu'effectivement, au sein du centre, on intègre l'Observatoire régional des violences faites aux femmes, donc au niveau de l'Île-de-France. Et nous, on a sensiblement les mêmes missions que celles que vous a présentées Gaëlle, notamment en termes d'éducation. On n'intervient pas directement auprès des victimes de violences. Notre but, c'est de produire de l'expertise, mettre en réseau les acteurs et les actrices qui, elles et eux, travaillent au quotidien auprès de personnes qui vivent des violences sexistes et sexuelles, créer des outils, de la sensibilisation. Ici aussi, quelques exemples de nos outils que vous retrouverez ensuite en ligne. On a notamment ce qui apparaît ici au milieu du diaporama, c'est une petite fiche réflexe, les bons réflexes à avoir pour créer un cadre sécurisant lorsqu'on est face à un témoignage de violence sexuelle qui va de pair au niveau francilien. Donc, je sais que tout le monde n'est pas francilien ici, mais en tout cas, pour les personnes qui travaillent en Île-de-France, on a une cartographie qui s'appelle orientationviolence.hubertine.fr qui recense justement des dispositifs associatifs pour accueillir des personnes qui vivent des violences conjugales, sexistes, sexuelles. Sensibilisation aussi. On a chaque année des grandes campagnes à destination des 14-18 ans. Et ici, on voit apparaître la campagne de l'an dernier sur la thématique de l'inceste, qui était une campagne assez inédite dans le sens où elle s'adressait justement à un public d'adolescents, adolescentes, et à chaque fois composée de cartes postales pour les élèves avec des numéros de dispositifs d'écoute de ressources, un guide pour les professionnels de l'éducation pour être outillés aussi quand on reçoit ce type de témoignage, et les affiches qui apparaissent ici. Donc voilà, n'hésitez pas, évidemment, si vous ne me connaissez pas encore, à derrière aller voir aussi les différentes ressources qui sont en accès sur notre site. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, donc la question du cybersexisme, je voulais juste soulever avec vous 2 points d'attention. Le premier, c'est qu'effectivement, vous allez être invités à poser vos questions tout au long. Je remercie déjà Gaëlle et Iris qui sont aussi là pour l'animation du chat et qui vont pouvoir répondre à un certain nombre de vos questions. On aura aussi un temps d'échange à la fin. Toutes les questions sont bonnes à poser. N'hésitez pas, évidemment, tout ça dans le respect, la bienveillance des uns, des unes, des autres, et puis voilà, des personnes aussi du centre qui animent ce webinaire. Et le deuxième point, c'est la question de prendre soin de soi. On va aborder des thématiques qui sont relatives au sujet de violences sexistes, de violences sexuelles. C'est des thématiques qui sont difficiles, qui peuvent faire des échos à des vécus professionnels, à des vécus personnels. C'est normal des fois voilà, de ne pas se sentir bien par rapport à ces sujets-là. Et on a le droit de prendre une pause, on a le droit de se déconnecter, de couper le son un petit peu. On peut aussi profiter justement de ce format visio pour prendre de la distance si besoin. Comme le disait Gaëlle, toutes les ressources vous seront envoyées. Le webinaire sera en replay. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi à vous préserver par rapport à ça. Et puis, de se rappeler que qu'on soit témoin, qu'on accompagne ou qu'on soit concerné par les violences, lorsqu'on peut, c'est important aussi de ne pas rester seul. On a des dispositifs d'aide qui existent et on y reviendra évidemment au cours du webinaire, les dispositifs d'écoute, notamment en matière de cybersexisme. Mais dès maintenant, vous rappelez notamment le numéro national en matière de violences faites aux femmes qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui est le 3919, et en matière de violences sexuelles et aussi de violences sexuelles vécues par des mineurs ou faites aux mineurs, le numéro de Viol Femmes Information, le 0800 05 95 95. Ce sont dans tous les cas des numéros gratuits et confidentiels.
Maintenant qu'on a donc ces points d'attention posés justement pour le cadre de ce webinaire, vous présenter effectivement le programme de cet après-midi, pour aborder cette question du cybersexisme. On va commencer, assez rapidement, reprendre quelques idées reçues qu'on peut avoir sur les usages, que les jeunes ont du numérique, ce qu'on a appelé les adolescents et adolescentes dans le cyberespace, avant justement de pouvoir rentrer sur la question du cybersexisme. Qu'est-ce que c'est? Quelle ampleur? Quelle forme ça prend? Comment on décrypte justement les logiques hétérosexistes qui se jouent derrière ces violences. Et puis la question, enfin, l'idée, c'est aussi de sortir de ce webinaire en étant outillé, savoir où chercher des informations pour réagir, accompagner des jeunes qui viendraient témoigner de faits de cyberviolence à caractère sexiste ou sexuel, et évidemment aussi des outils pour pouvoir agir en amont sur la question de la prévention. Donc, commencer sur la question justement des adolescents et adolescentes dans le cyberespace. Quand on va utiliser le préfixe cyber, ça va être vraiment pour parler de tous les espaces numériques, c'est-à-dire Internet, les réseaux sociaux, nos boîtes mail, etc. et des outils numériques, les smartphones, les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes, etc. Tout cet ensemble-là qui constitue ce cyberespace. Pour commencer, je vais vous proposer de participer via le chat en vous posant une première question. Je vais vous lire ce paragraphe qui apparaît ici à l'écran et je vais vous demander, selon vous, quand est-ce que ce paragraphe a été écrit et surtout de quoi il traite, de quoi on parle. Donc, je vous le lis. La popularité de ce nouveau passe-temps chez les enfants a augmenté rapidement. Ce nouvel envahisseur de la vie privée familiale a apporté une influence inquiétante dans son sillage. Les parents ont pris conscience d'un changement étonnant dans le comportement de leur progéniture. Ils sont déconcertés par une série de problèmes nouveaux et se trouvent dépourvus, apeurés et sans défense. Ils ne peuvent pas chasser cet intrus, car il est maintenant indétrônable chez leurs enfants. Donc, selon vous, de quoi on parle et en quelle année ce texte a-t-il été écrit ? La télé, les années 2000, les réseaux sociaux, la littérature jeunesse, le téléphone portable, TikTok. Il y a plusieurs propositions. Là, on a beaucoup la télé quand même qui revient et les années 2000, la radio, les écrans, les réseaux sociaux, la BD dans les années 40-50, 2020, donc plutôt récent, les écrans en 2010. C'était quoi la question? La question, c'était quand est-ce que, selon vous, cette analyse qui apparaît ici à l'écran a-t-elle été écrite et de quoi elle parle? C'est quoi ce nouveau passe-temps chez les enfants qui a augmenté rapidement? On a quand même beaucoup les écrans, la télé et les réseaux sociaux qui reviennent, mais je crois qu'on a vu passer aussi la la bonne réponse dans les différentes réponses qui apparaissent. C'est un texte assez ancien finalement, de 1936, un article universitaire qui parle des programmes de radio à destination des enfants. C'est ça, ce nouvel envahisseur qui va rentrer dans la chambre des enfants sans le contrôle des parents. C'est, via la radio justement qu'il va y avoir une parole qui va communiquer directement auprès des jeunes sans la médiation ici des parents ou des professeurs, et donc qui cause voilà, cette angoisse finalement quasiment, hein, le fait d'être déconcerté par ces problèmes nouveaux. Et donc pourquoi on utilise cet exemple-là? C'est pour aussi se rappeler que chaque nouveau média, mais effectivement, il y avait aussi des exemples dans le chat de la BD dans les années 40-50, et cetera. Là où je vois aussi les balles populaires, et cetera. Chaque nouveau média, chaque nouvelle forme aussi de sociabilité qui a été notamment à destination des jeunes, à chaque fois a amené son lot d'angoisse, son lot de panique aussi, justement en se disant: «Mince, on va être face à une génération qui va être complètement bouleversée, qui va creuser cet écart générationnel dont on parle souvent». Et on utilise cet exemple justement pour que dès le début, maintenant qu'on va aborder cette question du cybersexisme, on va beaucoup en effet parler des écrans, des réseaux sociaux, mais prendre un peu de distance avec nos propres biais en évitant justement de dramatiser, hein, ces objets-là, et en se rappelant effectivement qu'on s'inscrit dans une histoire bien plus large que les 10 dernières années, par exemple, en termes d'innovation technologique, et qu'à chaque fois, effectivement, ça a entraîné un lot de panique, mais on voit effectivement que les conséquences n'ont pas été voilà, dramatiques non plus sur les générations suivantes. Ça fait le lien aussi avec un terme qui a été assez populaire dans les années 2000, c'est celui de digital native. C'était
conceptualisé par un sociologue qui s'appelle Mark Prensky en 2001. Si on le traduit en français, ce serait les natifs et natives du numérique, justement pour parler de cette nouvelle génération qui serait née avec les réseaux sociaux, avec Internet. Finalement, il y aurait cette idée aussi de compétences innées en matière du numérique chez les jeunes. Or, lorsqu'on les interroge sur leurs pratiques, effectivement, les jeunes peuvent être très présents sur certains réseaux sociaux. On va y revenir juste après, mais on voit que pour autant, le numérique, comme tout domaine d'apprentissage, c'est un domaine qui justement nécessite des compétences qui ne sont loin d'être innées, elles sont apprises, et qu'en plus, il y a des différences en termes de genre, en termes de classe notamment, pour accéder à ce type de compétences. Ici, ce sont les chiffres qui apparaissent à l'écran d'une enquête qui a lieu chaque année par une association qui s'appelle Génération Numérique. Et on voit notamment qu'elle interroge des jeunes de 11 à 18 ans, l'enquête, et on voit justement la question de est-ce que supprimer un contenu que quelqu'un d'autre a posté sur elle ou sur eux, qu'est-ce qu'ils répondent? On voit qu'il y en a 41% qui disent très compliqué, 34% qui disent que c'est assez compliqué de supprimer un contenu, et seulement un quart des jeunes qui vont dire c'est facile de supprimer ces contenus. Pareil, on voit que pour supprimer son compte sur un réseau social, 35% des jeunes ont déjà essayé de supprimer un de leurs comptes sur un réseau social, mais 58% n'ont pas réussi. C'est-à-dire que là, il y a aussi tout l'intérêt de votre rôle aussi en tant que professionnel qui travaille auprès des jeunes, de se dire qu'on peut accompagner justement les jeunes sur ces compétences-là qui ne sont pas innées, qui a un intérêt à avoir un apprentissage commun, aussi une co-construction, puisque elles et eux vont aussi avoir des compétences qu'on n'a pas forcément, mais en tout cas, de ne pas non plus délaisser ce domaine-là en se disant qu'il et elle maîtrisent déjà tout, et de voir notamment les enjeux qui vont nous intéresser ici, comment on supprime une photo, comment on supprime un compte, comment on bloque des personnes, par exemple. Ce sont des compétences qu'il est aussi important de pouvoir apprendre pour justement avoir un usage numérique aussi sûr et épanouissant que possible. Sur cette question notamment des digital natives, de cette culture du numérique, une ressource qui peut vous intéresser, c'est des affiches et une revue de la littérature qui a été réalisée notamment en partenariat avec Canopé. Vous pourrez y accéder en cliquant sur le diaporama, et on pourra aussi vous le mettre dans les ressources qui justement viennent apporter une perspective critique aussi sur cette notion de digital natives, et qui rappellent aussi les inégalités d'usage qu'il y a entre les filles et les garçons, entre les familles, entre la sphère privée et la sphère scolaire aussi, pour remettre aussi ces questions dans le cadre du milieu scolaire. Une deuxième question du coup pour rentrer encore un petit peu plus dans le sujet justement sur la question des réseaux sociaux. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, quels sont les 3 réseaux sociaux les plus fréquentés par les 11-18 ans? Pour aussi qu'on voit de quoi on parle quand on va parler de cyberespace pour les jeunes. Donc pareil, je vous laisse répondre via le chat. Quels sont les 3 réseaux sociaux les plus TikTok, Insta, effectivement, les plus utilisés par les 11-18 ans? Snap, TikTok, Insta, c'est plutôt unanime. Alors Snap, c'est-à-dire Snapchat. YouTube aussi, effectivement. Instagram, TikTok, WhatsApp, qui apparaît aussi. Telegram, BeReal. Effectivement, ce qui revient très largement, c'est quand même TikTok, Snapchat, Instagram et YouTube. Là, encore une fois, des résultats de l'enquête Génération Numérique, celle-là de l'an dernier, de 2022, où on a justement fait une différence entre les 11-14 ans et les 15-18 ans. Et on voit dans le top 3, on retrouve juste tous les réseaux sociaux que vous avez cités, Instagram, TikTok, Snapchat et YouTube. On fait la différence entre 11-14 et 15-18, puisqu'on va voir justement il n'y a pas les mêmes usages. Il faut le rappeler, hein, en France et de manière générale, on n'a pas le droit d'avoir un compte sur un réseau social avant 13 ans. Or, on sait, et notamment ce type d'études le montre aussi, que cette limite d'âge est très largement contournée, notamment parce que c'est très simple de le faire en changeant la date de naissance lorsqu'on crée son profil sur TikTok, sur Instagram, etc. Donc c'est pour ça que là, c'est des jeunes qui sont interrogés dès 11 ans, et ces chiffres nous permettent aussi d'aller en faveur d'une éducation au numérique, de la prévention aussi de questions de cybersexisme dès le plus jeune âge, pas forcément attendre justement la 5e, 4e, ce qu'on pouvait avoir comme idée en se disant l'âge du premier téléphone portable. On sait aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui vont être confrontés justement à ce type de violence en ligne à 11 ans, mais aussi
des fois plus jeunes, à 8, 9, 10 ans. Et donc, c'est aussi important de pouvoir aborder la question de manière adaptée, bien évidemment, mais aussi présenter des ressources pour ces jeunes-là. Pour qu'on puisse tous et toutes partir en connaissance de cause, on va voir aujourd'hui, le but, c'est pas de devenir des experts de TikTok, c'est pas de finir ce webinaire et de tous et toutes créer un compte sur TikTok, mais c'est de savoir, d'avoir des connaissances de base sur ces réseaux sociaux aussi, justement pour pouvoir en discuter avec les jeunes, pour s'approprier un petit peu plus ces usages numériques. Donc, pour rappel, comment ça fonctionne? YouTube, souvent, c'est le plus connu, hein, cette plateforme qui permet de visionner des vidéos. On peut échanger via l'espace commentaire et souvent, on suit des youtubeurs, des youtubeuses qui sont connus, qui peuvent publier des vidéos sur leur vie, leur quotidien, des vidéos d'humour, des vidéos de sport, etc. Instagram, ça a vraiment été développé un petit peu comme une vitrine, un réseau social vitrine où on poste des photos. Au début, il y avait vraiment une volonté esthétique très forte dans ce réseau social-là. On peut mettre des likes, donc des j'aime sous les photos, et on peut échanger via les commentaires et aussi en message privé. On sait que c'est un espace très largement utilisé par les jeunes, notamment la conversation via les messages privés, et on le verra aussi, c'est un espace où peuvent notamment avoir lieu de nombreuses cyberviolences. Sur Instagram aussi, Instagram a repris un phénomène qui était de Snapchat, c'est les stories, c'est-à-dire des photos, des vidéos qu'on va poster de manière temporaire et qui ont une durée de vie de quelques heures, quelques minutes parfois, avant de disparaître. Temporaire, c'est justement pour éviter qu'elles restent ancrées ensuite dans le temps, mais ça n'empêche pas les captures d'écran, ce qu'on appelle les screenshots en anglais ou les screens, qui permettent à une personne, si je vois cette photo-là qui a une durée de vie de quelques heures par exemple, je peux la capturer sur mon propre téléphone et donc là la conserver plus longtemps. Snapchat, on va y revenir juste après un petit peu plus en détail. Et enfin, TikTok. TikTok, c'est un peu le petit nouveau justement dans le top 3 jusqu'à justement 2021. TikTok n'apparaissait pas dans le top 3, mais on le voit ici sur le graphique de droite. Il y a vraiment eu une progression très forte de TikTok ces dernières années. Il faut savoir qu'au départ, c'est un réseau social chinois, c'était Musical.ly, qui était très connu surtout pour faire des parodies et des chorégraphies et du lip sync, c'est-à-dire lorsqu'on mime les paroles d'une chanson, on mime le chanteur ou la chanteuse. C'était un réseau social aussi du coup très investi par des filles notamment autour de la danse, du chant, de la musique et qui en devenant aussi de plus en plus populaire, c'est de plus en plus ouvert à de nombreux sujets et aujourd'hui on va retrouver des vidéos un peu de tout, vraiment d'humour, de maquillage, de sport, de politique, etc. sur TikTok. Mais la force de TikTok, entre guillemets, en tout cas ce qui explique son succès, ça a été l'algorithme derrière qui vient justement cibler assez rapidement des traits de personnalité d'une personne, des goûts, des intérêts. Et contrairement aux habitudes qu'on a pu avoir avec Facebook d'abord, puis Instagram, où on voit sur un fil d'actualité les publications de nos proches, des gens qu'on a ajoutés, des gens qu'on suit, sur TikTok, on peut vraiment, ce qu'on dit, scroller, c'est-à-dire faire défiler les contenus de manière indéfinie et donc se retrouver un peu dans cette boucle de vidéos qui justement sont assez absorbantes et expliquent le fait qu'on peut y passer un temps très important d'un coup. Et enfin, Snapchat, je voulais vous présenter une vidéo qui est une vidéo de la série Dopamine qui a été co-réalisée par Arte et Canopé, que vous connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, c'est justement une série de vidéos assez intéressante pour décrypter les usages de certaines plateformes qu'on peut utiliser notamment aussi avec les jeunes en prévention sur le sujet. Donc, je vais essayer de vous partager et c'est intéressant parce que ça peut être justement un outil, avec les jeunes sur cette question-là pour aussi questionner justement qu'est-ce qui se joue derrière, ces réseaux, sociaux. C'est de questionner les logiques aussi, hein, justement de se dire: il ne s'agit pas seulement d'avoir forcément un regard, dépréciatif parfois sur les pratiques des jeunes qui seraient, totalement absorbés dans le fait de réaliser des selfies, donc des images de soi-même aussi, mais de voir aussi, de décrypter les mécanismes derrière qui sont utilisés par ces plateformes-là pour justement inciter à une production et donc pour pouvoir aussi construire un regard critique avec les jeunes sur le sujet. C'est une vidéo que vous retrouverez sur YouTube. Je vois que le lien aussi a été mis sur le chat.
et donc que vous pouvez utiliser. Il y en a également d'autres qui existent sur Instagram, etc. Mais celle sur Snapchat, elle nous paraissait notamment particulièrement intéressante pour justement questionner ensemble pourquoi on passe autant de temps sur un réseau social, cette idée de personnalisation aussi de messages, des vidéos, des photos, notamment via les filtres, qui expliquent aussi le succès de ce réseau social. Les réseaux sociaux, on va aussi pouvoir avoir une approche en termes d'utilisation genrée des réseaux sociaux. Alors, je l'ai déjà dit un peu rapidement tout à l'heure, hein, mais on sait que TikTok, au départ, c'était très massivement investi par les filles. Ça a aussi été le cas d'Instagram. Aujourd'hui, on est sur des proportions des fois plus similaires entre les filles et les garçons. Les garçons, ils ont été très présents, eux, notamment sur YouTube, sur Twitch aussi. Twitch, c'est une plateforme dont on parle de plus en plus, qui a été très investie au départ par le monde du jeu vidéo, où des personnes se filment en train de jouer aux jeux vidéo tout en discutant avec leur communauté, c'est-à-dire les personnes qui vont suivre cette vidéo à ce moment-là, donc en live, en temps réel. Là, on a vu aussi beaucoup de garçons et puis quelques chiffres qui apparaissent ici, qui ont déjà quelques années maintenant, mais on est justement en train de travailler aussi pour les actualiser et ils nous semblent tout de même assez intéressants dans ce qu'ils disent, notamment le fait, une étude de 2014, que les filles avaient généralement plus de contacts que les garçons. On retrouve justement ici cette approche par le prisme du genre, des filles comme incitées à être des êtres très sociables, à développer justement de nombreuses relations affectives, amicales, et en même temps des filles qui vont partager davantage de photos d'elles-mêmes, mais en sélectionnant plus rigoureusement leur audience, c'est-à-dire aussi que dès le plus jeune âge, elles vont notamment intégrer le risque de violence en ligne. Et c'est justement cette question du cybersexisme, et c'est ce qui nous a amené à travailler sur ce sujet. Donc finalement, qu'est-ce que c'est le cybersexisme? C'est comment le sexisme va se diffuser, voire parfois aussi être amplifié via le numérique. C'est justement ces comportements, ces propos, donc le sexisme, c'est-à-dire un ensemble de stéréotypes, d'injonctions qui va diviser ce que devrait être un vrai mec, une fille bien, et ne pas laisser d'espace entre ces deux cases, et perpétuer aussi une hiérarchie au détriment, là justement, des filles et des femmes. Et ce sexisme, ce cybersexisme, comme le sexisme hors ligne aussi, il va prendre la forme de cyberviolence à caractère sexiste ou sexuel. Pour étudier ce phénomène, le Centre Hubertine Auclair a mené entre 2015 et 2016 une première étude sur le sujet dans des établissements scolaires franciliens auprès d'à peu près 1200 élèves de la 5e à la seconde. Une étude qui a été menée notamment par l'Observatoire universitaire éducation et prévention sous la direction de deux chercheurs et chercheuses, Sigolène Cochot-Chiex et Benjamin Moignard. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en 2015, on avait assez peu de données au niveau national cette question du cybersexisme. On avait les premiers chiffres de l'éducation nationale, de l'ADEP, qui justement montraient qu'en matière de cyberviolence, les filles en rapportaient davantage que les garçons. 21% des filles et 15% des garçons qui rapportaient des cyberviolences. Et donc la question aussi, et c'était aussi une alerte des professionnels de l'éducation, c'était de savoir mais quelles sont ces formes de violence qui vont toucher plus particulièrement les filles, quelle logique aussi se joue derrière. Dans le cadre de cette étude, on a aussi interrogé les expériences hors ligne. Pourquoi? Parce que justement, c'était aussi important de ne pas traiter le cybersexisme comme un sujet complètement séparé du reste, mais c'est de pouvoir aussi le voir, l'imbrication, et on va y revenir, avec les autres formes de violence hors ligne notamment, et notamment les violences à caractère sexiste et sexuel. Je fais un petit point à part aussi ici pour vous indiquer que cette étude donc, de 2016, qui déjà, on pourrait dire, date un petit peu, effectivement, il y a eu des évolutions aussi dans les pratiques numériques des jeunes et des moins jeunes aussi, hein, notamment durant la période du premier confinement. On est en train de l'actualiser et donc on pourra avoir des données plus récentes et concernant aussi un panel d'élèves plus large, de la 6e à la terminale cette fois-ci, en septembre 2024. Donc il faut encore avoir un petit peu de patience et c'est pour ça que pour l'instant, on vous présente aussi ces chiffres qui continuent tout de même à nous apporter certains enseignements pour mieux saisir qu'est-ce que c'est le cybersexisme.
Donc je ferme cette parenthèse ici et je reviens effectivement ce qu'on avait pu constater à ce moment-là en termes de violence hors ligne. Effectivement, des moqueries et surnoms qui visent les filles et les garçons dans des proportions similaires, des filles qui vont particulièrement être touchées par des mises à l'écart, par des insultes sur leur apparence physique, et des garçons qui vont davantage rapporter notamment des insultes homophobes. On avait également un indicateur de violence sexuelle en additionnant 5 situations: le fait d'être forcé à retirer un vêtement, le fait de subir, être confronté à des mimes à caractère sexuel, le fait d'être caressé ou embrassé de force, de subir des attouchements au niveau des seins, des fesses, du sexe, qui correspond dans la loi à une agression sexuelle, ou le fait d'être victime de viol. Et on avait notamment un résultat assez significatif, hein, et dramatique en soi, dans l'enquête où 29% des filles et 16% des garçons déclaraient au moins une forme de violence sexuelle parmi celles qu'on vient d'énumérer, qui permettait aussi de montrer l'ampleur de ces violences-là. Ces violences, donc hors ligne, elles sont imbriquées avec les cyberviolences. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir dans les études aussi au niveau européen, au niveau international, qui est très régulièrement prouvé par les différentes études sur le sujet. C'est qu'effectivement, il y a une imbrication, il y a un continuum aussi entre ces violences. C'est-à-dire, c'est des violences qui peuvent justement commencer dans la salle de classe, se poursuivre sur les réseaux sociaux et se continuer encore les jours suivants dans la cour de récréation, par exemple. C'est intéressant à savoir, notamment pour vous en tant que professionnel de l'éducation. Pourquoi? Parce que ça peut aussi nous donner une prise sur le repérage. On y reviendra un petit peu après, mais c'est vraiment aussi cet intérêt-là de se dire qu'effectivement, on peut se dire que le cyberespace, si on est éloigné, si on n'est pas sur TikTok justement, ou alors on n'est pas forcément dans le groupe de discussion des élèves, on ne va pas avoir de prise, on ne va pas se rendre compte forcément de ce qui se passe. Or là, le fait d'avoir aussi bien en tête cette imbrication, ça peut justement être une élève qui est mise à l'écart dans la cour, par exemple, de récréation, en raison, on verra après les formes de cyberviolence qui peuvent avoir lieu, mais d'une violence qui a été commencée en ligne. Et donc, ça peut aussi permettre de le repérer de cette manière-là. Les formes de cybersexisme qui ont été interrogées dans l'étude, que sont-elles? D'abord, on voit que le numérique il vient parfois amplifier des formes de violence préexistantes. C'est notamment le cas des rumeurs sur les réseaux sociaux. Alors, les rumeurs, très généralement, autour de la sexualité, que ce soit des réelles ou complètement supposées. Là, on voit 13% des filles et 6% des garçons qui rapportent ce type de cybersexisme. Des insultes sur leur apparence physique, là encore, la dimension cyber, ça vient renforcer ce contrôle sur le corps et notamment en particulier sur le corps des filles. Et puis des formes de violence un petit peu plus spécifiques à la dimension numérique, c'est tout ce qui va se jouer autour des images. Au moment de l'étude, on a 6 à 7,5% des élèves interrogés qui réalisent des selfies intimes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des nudes en anglais. Des photos de soi, donc des selfies qu'on prend soi-même à caractère intime, pas forcément à caractère sexuellement explicite, mais réalisées souvent aussi dans des conditions de séduction, de mise en scène de soi, de mise en scène aussi de son corps. 6 à 7,5% d'élèves, à l'époque, on n'a pas de différence significative entre les filles et les garçons. Personnellement, je pense qu'on peut supposer qu'aujourd'hui, on va être confronté à des chiffres beaucoup plus importants. Il faut savoir que le fait de réaliser des nudes, c'est une pratique qui est devenue aussi très commune dans la sexualité, dans le rapport aussi à son propre corps ou dans le rapport aux autres, des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Et c'est quelque chose qu'on pourra voir aussi avec la future étude sur le cybersexisme, mais que des enquêtes par des instituts de sondage montrent déjà que ça concernerait bien plus de jeunes que le chiffre qu'on avait effectivement en 2015 de 6 à 7% des élèves. Mais dans le cadre de cette étude, c'était donc une étude qui était menée à peu près au printemps, qui interrogeait les élèves sur les faits, voilà, soit les situations, soit les violences connues depuis le début de l'année scolaire. Et on voyait ici que les filles, lorsqu'elles réalisaient des selfies intimes, des nudes, elles étaient 2 fois plus nombreuses que les garçons à les réaliser sous la contrainte. Et sous la contrainte de qui? Le plus souvent du petit ami ou de l'ex. Et là, c'est aussi un phénomène qu'on continue malheureusement d'observer régulièrement, que ce soit encore une fois dans des jeunes couples et aussi des moins jeunes couples. C'est un phénomène de pression qu'on va pouvoir revenir aussi dessus en détail après, mais justement sur ce discours présent de dire
Tu dois m'envoyer un nude, sinon c'est que tu m'aimes pas vraiment. Sinon, je te quitte aussi. C'est une forme de chantage. Ou alors, pourquoi tu le fais pas? Si tu le fais pas, c'est que tu es trop coincé. Les autres filles le font, etc. Donc ça, c'est vraiment cette dynamique sexiste aussi, hein, qui se met en place de chantage pour obtenir des nudes. Et lorsqu'on zoomait encore plus, toujours dans cette étude, on voyait qu'une fille sur 3 y avait été confrontée au moins 3 fois depuis le début de l'année scolaire. Donc il pouvait aussi y avoir ce cercle vicieux en soi qui se mettait en place, et des fois justement de chantage, on va le voir, de tu m'envoies un nude, sinon je vais te quitter, sinon c'est que tu m'aimes pas vraiment, sinon t'es pas une fille normale, etc. Et une fois qu'on a un premier nude, du chantage en disant si tu ne m'en envoies pas un deuxième, je diffuserai le premier à tes parents, aux élèves de la classe, sur les réseaux sociaux, etc. Et on en vient justement à cette question de la diffusion non consentie d'images intimes ou de contenu à caractère intime. Dans l'enquête, on a une fille sur 11, un garçon sur 15 qui a vu des photos de lui ou d'elle qui ont été diffusées ou modifiées sans son consentement. On parle au centre de diffusion de contenu à caractère intime, souvent, et on le voit aussi dans le chat, mais souvent dans les médias aussi, on entend l'expression revenge porn. Alors au centre, on ne va pas parler de revenge porn. Pourquoi? C'est pas seulement qu'on ne veut pas utiliser de mots anglais à tout prix, c'est que revenge porn, si on le traduit littéralement, on a vengeance pornographique. Vengeance, ça nous pose problème parce que vengeance, ça laisserait entendre finalement que la victime aurait fait quelque chose de mal. C'est souvent elle le quitte, donc il diffuse une photo d'elle. Cette causalité n'a pas lieu d'être. C'est pas parce qu'elle le quitte que ça viendrait rendre possible ou légitime ou OK de diffuser une photo de son ex. En tous les cas, c'est une violence et on pourra aussi revenir sur le cadre légal juste, juste après. Donc, vengeance, ça laisserait finalement porter de la culpabilité sur la victime. Or, c'est important, notamment en matière de violence sexuelle, de toujours bien replacer les choses et de changer la culpabilité et de responsabiliser l'agresseur, la personne qui va diffuser sans le consentement. Ensuite, pornographique. Pornographique, souvent, quand on utilise le mot pornographique, on pense à un contenu très explicite sexuellement. Or, justement, ici, on préfère nous parler de contenu à caractère intime, car ça nous semble plus large, ça nous semble englober justement ces nudes qui sont pas forcément quelque chose qu'on va définir comme pornographique, mais qui vont quand même être considérés dans cette forme de violence, de diffusion non consentie de contenu à caractère intime. Donc c'est sûr que c'est une expression qui est beaucoup plus longue, peut-être moins pratique aussi comme ça à utiliser, mais elle permet de remettre la question du consentement aussi, et là du consentement qui n'est pas respecté au cœur de cette violence. Sur l'image de droite, on voit un peu moins d'une fille sur 6 et un garçon sur 10 qui a reçu des sextos alors qu'il ou elle n'en avait pas envie. Sexto, ici, ça va être la contraction du mot sexe et texto, donc des messages à caractère sexuel. Et quand on parle de ça, on parle très régulièrement de dick pic. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce que c'est les dick pics. C'est des photos de pénis, souvent en érection, qui sont envoyées. Et là, dans ce cadre, qui vont être envoyées de manière non sollicitée. Et lorsqu'on interroge les jeunes, on voit que c'est quelque chose de très fréquent aussi d'avoir justement des photos, des dick pics reçus alors que le ou la jeune n'avait rien demandé. Ça peut être des photos qui viennent de personnes connues, ça peut être aussi des photos qui sont envoyées par des inconnus via des plateformes, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, et ça fait partie aussi d'une forme de cyberviolence à caractère sexuel. Et donc, lorsqu'on additionne tout ça, on a justement 3 filles et 2 garçons par classe victimes de cybersexisme. C'était l'enseignement de cette étude. Qu'est-ce qu'on peut observer en termes de conséquences? Les conséquences du cybersexisme, elles vont être amplifiées, notamment du fait de la dimension continue et du fait de l'imbrication entre les violences hors ligne et les violences en ligne qu'on a vues au départ. Justement, on a souvent cette image en disant, si on enlève la dimension numérique, avant le numérique aussi, on peut penser que justement que le harcèlement scolaire, des violences vécues dans le cadre de l'établissement scolaire peuvent prendre fin lorsqu'on quitte l'établissement à la fin de la journée, pendant les vacances, etc.
Ici, avec l'imbrication et avec le fait que le plus souvent, on garde notre téléphone du matin au soir avec nous, c'est souvent la première chose qu'on a le matin au réveil, le soir au coucher, ça va donner une dimension 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour justement à ces violences-là. Et donc, pour les victimes, c'est vraiment le fait de ne plus avoir de répit. Et donc, c'est des conséquences aussi démultipliées. Des conséquences sur la sphère psychologique, en termes d'estime de soi, d'insécurité, des conséquences sur la sphère scolaire, en termes de mise à l'écart, de perte de capacité de concentration, et puis souvent des élèves qui vont se retrouver exclus, qui vont perdre leurs relations, qui vont être très isolés aussi dans ces situations-là. Et en matière notamment de cyberviolence sexuelle, il faut savoir qu'il y a des conséquences qui sont similaires aux autres formes de violence sexuelle, hors ligne notamment des conséquences en matière de psychotraumatisme. Là, on avait des chiffres justement sur un tiers des victimes de cyberharcèlement qui présentent des symptômes de stress post-traumatique. C'est aussi une exposition de son corps non consenti, de son intimité, qui peut justement avoir des conséquences à cette échelle-là de psychotraumatique pour les jeunes. Dans l'enquête, on a un élève sur 4 qui n'en avait jamais, qui avait vécu des violences en ligne ou hors ligne et qui en avait jamais parlé à personne. Lorsque les élèves en parlent, souvent c'est d'abord à des amis, ensuite à la famille et puis à des adultes de l'établissement scolaire. Les filles vont plus se tourner vers des adultes de l'établissement scolaire que les garçons pour qui c'est vraiment le dernier recours. Pourquoi? C'est important d'avoir ces motifs en tête parce que justement, on va aussi pouvoir jouer dessus, les prendre en compte pour aussi déconstruire ces biais-là, pour favoriser la prise de parole par les jeunes. Premièrement, il va y avoir des raisons très classiques de fait que les jeunes ne souhaitent pas témoigner de ces faits de violence. C'est le fait de redouter que l'entretien avec l'adulte ne soit pas confidentiel, que derrière, il puisse y avoir aussi des représailles de la part des agresseurs, des agresseuses, notamment une augmentation, une intensification des violences. Il y a la question de la honte aussi qui va être ici en lien avec le caractère intime ou le caractère, la dimension de violence sexuelle. Par exemple, si justement un jeune ou une jeune a été victime de diffusion d'un nude sans son consentement, ça veut dire à l'adulte qu'il ou elle a réalisé ce nude et s'exposer potentiellement justement à une forme de honte en dévoilant ses propres pratiques intimes, par exemple. Et en matière de cyber, c'est la peur d'être sanctionné sur ses usages numériques. C'est le fait justement de craindre que les adultes finalement n'y comprennent rien, ne connaissent rien au numérique et vont dire à ces jeunes-là, tu n'as qu'à supprimer ton compte Snapchat, tu n'as qu'à te fermer ton ordinateur, voire pire, nous allons te confisquer l'accès à Internet. Or, là, c'est vraiment une double peine pour ces jeunes-là dans ce cadre-là, puisque même si ici, on va dépeindre une image assez négative du numérique, il faut se rappeler que le numérique, ça reste un outil formidable qui nous permet de faire ce webinaire aujourd'hui, qui est pour les jeunes aussi un espace d'accès à l'information, d'accès au divertissement, de sociabilité, qui est très important. Et donc, c'est important aussi, on le verra en matière de prévention, de réfléchir à comment faire de ces espaces-là des espaces plus sûrs et que la réponse ne soit pas l'exclusion des personnes victimes de cybersexisme, notamment de ces espaces-là. Voilà pour la première partie sur qu'est-ce que c'est le cybersexisme. On va faire un petit focus sur les logiques sexistes et sexuelles, les logiques sexistes surtout, qui se jouent derrière ces cyberviolences. Je vois qu'il y a beaucoup de messages dans le chat. Peut-être si Gaëlle et Iris, qu'il y a des questions qui ont besoin d'être répondues dès maintenant. Sinon, on aura effectivement un temps d'échange à la fin. C'est principalement des questions pratico-pratiques, de bugs, d'usurpation d'identité dans le chat. Donc, comme ça, on le dit, il y a un bug informatique. Vous êtes très nombreux, nombreuses. On n'a jamais eu autant de personnes sur un webinaire, donc il y a des petits soucis. Voilà, si vous avez des questions, continuez à les poser. On essaye d'y répondre avec Iris au fil de l'eau. Et sinon, on les gardera effectivement pour Anna pour un petit temps à la fin. Voilà. Merci Gaëlle. Bon, bah, du coup, j'espère qu'effectivement, on va pouvoir résoudre cette question des bugs dans le chat, mais n'hésitez pas du coup à poser vos questions encore tout au long et je ferai en sorte effectivement de finir un quart d'heure plus tôt pour qu'on ait le temps d'y répondre au maximum de vos questions. Donc, cette deuxième partie sur la question de décrypter le cybersexisme, qu'est-ce qui se joue aussi derrière? On ne va pas forcément avoir le temps de rentrer dans le détail de toutes ces logiques, mais il y a des travaux notamment de chercheuses sur le sujet qui sont très intéressants, qu'on vous conseille aussi, que vous retrouverez notamment sur le diaporama, pour justement montrer comment le numérique va pouvoir reproduire
des dynamiques de genre, va pouvoir les amplifier parfois aussi avec cette dimension des réseaux sociaux qui permettent de toucher un nombre très important de jeunes en même temps, et parfois vont pouvoir aussi être des espaces de transgression, de remise en question des normes de genre traditionnelles. Sur ce sujet, vous avez notamment les travaux de Claire Balaise, qui est sociologue, qui a notamment beaucoup travaillé à l'époque des blogs aussi. C'est son ouvrage qui apparaît ici, Grandir entre adolescents, qui montrait justement cette question de la reproduction, de l'amplification, mais aussi de la transgression des normes de genre via ces espaces d'échange numériques. Et on s'appuie aussi énormément sur les travaux d'Isabelle Claire, ici pas forcément sur la dimension du cyberespace, mais aussi pour rappeler pourquoi c'est intéressant pour nous d'avoir une approche au prisme du genre sur la question du cyberespace pour les jeunes, parce que ce moment de l'adolescence, c'est vraiment ce moment où ces normes-là vont être mises en lumière d'une certaine manière, vont connaître aussi une forme d'effet zoom très forte, et s'articuler autour de la question de la sexualité. C'est des vidéos que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube. 4 petites interviews d'Isabelle Claire. C'est l'image qu'on voit apparaître ici en bas de la slide. Donc elle est sociologue et elle a justement travaillé auprès de jeunes de la Petite Couronne, auprès de jeunes en zone rurale et auprès de jeunes dans des quartiers ultra privilégiés parisiens. Et pour notamment étudier ce passage de fille à femme, de garçon à homme, qui se joue souvent beaucoup autour de la norme hétérosexuelle. Et elle montre justement comment il s'agit de devenir un vrai mec, c'est-à-dire de prouver sa virilité en prouvant son hétérosexualité, et de devenir une fille bien en ayant cette ligne, en maintenant cette ligne très fine, qui est impossible à maintenir en soi, entre les deux figures repoussoires de la fille prude, la fille coincée et la pute en soi. Et dans le cyberespace, comment ça se manifeste, ce double standard, cette répartition aussi inégalitaire des rôles entre les filles et les garçons? On le voit là notamment sur cette affiche qui a été réalisée par des jeunes dans le cadre du concours Jeunes pour l'égalité. On voit une représentation différenciée entre justement deux images d'une fille et d'un garçon qui vont générer des commentaires différents. Et sur cette question, justement, si on revient sur notre exemple de diffusion non consentie de contenu à caractère intime, c'est quelque chose qu'on voit de manière très forte. C'est-à-dire que souvent, même dans la manière d'en parler, on va dire elle a été affichée. C'est une fille qui ne s'est pas respectée. C'est des expressions qu'on peut encore entendre justement. On va complètement invisibiliser l'agresseur de la situation, c'est-à-dire la personne qui a diffusé le contenu sans le consentement, et on va responsabiliser uniquement la victime qui en soi n'y est pour rien. Et c'est justement là où on retrouve ces deux concepts, la popularité et la réputation, où les garçons vont gagner en popularité en collectant ces images, ces nudes de filles, encore une fois, prouver sa virilité en prouvant ici son hétérosexualité, et les filles, elles, vont devoir gérer leur réputation. En même temps, on a vu la pression qu'il peut y avoir à faire des nudes parfois, hein. Et alors, il y a des nudes qui vont être réalisés de manière consentie, évidemment, mais on a vu aussi la pression qu'il peut y avoir, notamment dans un couple hétérosexuel, à envoyer des nudes. Et en même temps, avec une vigilance disproportionnée, puisque si ce nude est diffusé par l'ex-petite amie, par exemple, sans son consentement à elle, c'est elle qui va en subir des conséquences négatives, et notamment, ça peut être du harcèlement, une forme de dénigrement, etc. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, que c'est vraiment important de remettre au cœur la question du consentement. Il faut consentir avant de prendre, il faut demander le consentement avant de prendre la photo de quelqu'un. Il faut demander le consentement de la personne avant de diffuser sa photo. Il faut demander le consentement de la personne avant de lui envoyer une photo à caractère sexuel. C'est l'axe un peu fondamental, central, pour faire la prévention, notamment sur ce sujet du cybersexisme. Un exemple assez phare qui met en lumière aussi ce standard sexiste, c'est la question des comptes chicha. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des comptes chicha. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez répondre via le chat peut-être, si vous avez déjà, si vous connaissez les comptes chicha, si vous savez ce que c'est aussi? Oui, malheureusement. Alors, n'hésitez pas à expliquer dans le chat. Il y a beaucoup de noms aussi qui apparaissent. Quelques oui. J'en ai entendu parler, je pense avoir une idée. Très bien. Alors, ficha, c'est le verlan d'afficher.
Les comptes ficha, c'est des comptes qui ont explosé durant le confinement de 2020, mais qui existent depuis maintenant, qui existaient depuis des années avant la crise sanitaire, mais qui ont juste connu une démultiplication. Donc, c'est des comptes qui ont pour objectif d'afficher, c'est-à-dire de stigmatiser principalement des femmes et des filles en diffusant justement des photos d'elles sans leur consentement. En général, c'est des comptes anonymes qui vont être créés sur Telegram, sur Instagram, sur Snapchat, etc., qui vont être très localisés. Donc, c'est Ficha du 91, Ficha du Collège Jacques Prévert, etc., qui vont collecter des photos, donc qui vont demander notamment aux garçons de ces endroits-là de leur partager des photos. Ça peut être des photos justement qu'on a collectées d'ex-petites amies. Ça peut être aussi des photos qui ont été volées, qui ont été hackées. Ça peut être des photos qui ont été prises à l'insu aussi. Et ensuite, ces photos-là vont être affichées, donc stigmatisées, en apparaissant. Donc le compte va publier, va faire une annonce. Ce soir à 20h, on va publier la photo de tant de filles, par exemple. La photo va être publiée, souvent avec le pseudo Instagram, par exemple, de la fille qui apparaît sur la photo, voire sa classe, voire d'autres informations personnelles qui peuvent aussi potentiellement la mettre en danger. Je vois justement qu'on en parle dans le chat. Il y a une association qui s'est créée en 2020 pour alerter l'opinion publique sur ces comptes qui se développaient en toute impunité d'une certaine manière. C'est l'association Stop Ficha qui a fait de nombreux travaux et qui produit de nombreux contenus pédagogiques sur le sujet. Je vous en reparlerai un petit peu après, mais qui sont vraiment aussi un collectif féministe très intéressant à suivre pour se renseigner sur ces questions-là et qu'on fait un travail énorme justement pour demander la fermeture de ce compte et elles ont réussi à faire fermer un certain nombre de comptes ficha qui avaient été créés et elles ont accompagné un certain nombre de victimes de comptes ficha. Apparaît aussi sur la slide une capture d'écran d'un article de Slate où justement il y a plusieurs chercheuses qui sont interrogées sur la question de la diffusion de contenu intime sans le consentement et on s'échange du revenge porn comme des cartes Pokémon et c'est une expression qui était revenue assez souvent par ces chercheuses-là en disant finalement on voit vraiment ici ce processus qui objectifie les filles et ce processus d'accumulation, il s'agit un peu d'une sorte de monnaie d'échange, de prouver sa valeur en tant qu'homme en collectant ces photos-là comme on collecterait effectivement des cartes Pokémon. Donc ça montre bien aussi cette logique sexiste derrière les comptes ficha. Donc maintenant qu'on a posé ce cadre-là effectivement sur le cybersexisme, effectivement ça peut des fois avoir une dimension un petit peu anxiogène. On se dit effectivement le compte ficha, ça existe, c'est des photos qui peuvent être volées parfois. La question maintenant c'est d'être outillé sur la question de savoir qu'il existe des ressources et donc de voir aussi comment on va pouvoir réagir face à des situations de cybersexisme. Effectivement, je vois dans le chat la référence à l'homme le plus détesté d'Internet. C'est une série Netflix, alors que je ne peux pas encore vous recommander parce que de mon côté, je ne l'avais pas vue, mais en tout cas qui raconte l'histoire de Hunter Moore. Hunter Moore, ça a été l'homme qui, vraiment, la première situation qui a permis de faire connaître ce terme de revenge porn. Il a été très démocratisé à cette époque-là, il avait créé une plateforme qui s'appelait Is Anyone Up, est-ce que quelqu'un est réveillé, entre guillemets, qui justement fonctionne sur le même principe de collecte de photos de femmes et de filles majoritairement pour les afficher, des photos intimes, des photos à caractère sexuel notamment. Et cette plateforme, en tout cas cet homme-là, avait aussi réussi à être condamné, les victimes avaient réussi à faire valoir leurs droits, notamment en prouvant qu'il avait piraté un certain nombre de photos pour les obtenir. Mais c'était vraiment cette grande affaire qui a permis de faire connaître cette violence-là. C'est Hunter Moore. Et c'est une série Netflix qui s'appelle L'homme le plus détesté d'Internet, qui retrace cette histoire-là sur cet agresseur-là et donc cette forme de violence. Donc, comment réagir face au cybersexisme ? La première chose, c'est un conseil qu'on va retrouver très généralement en matière de violences sexistes ou sexuelles, c'est le fait de créer un cadre d'écoute qui soit rassurant pour la victime. Je vois qu'il y a encore des questions sur le nom de cette personne et de la série. De toute façon, on vous renverra toutes les ressources qu'on a mentionnées, mais c'est Hunter Moore, M2ORE, pardon, et la série L'homme le plus détesté d'Internet. Donc,
sur comment réagir effectivement au cybersexisme, donc créer ce cadre d'écoute rassurant. C'est des phrases qui ont pu maintenant qui sont maintenant de plus en plus connues, et tant mieux, mais qui ont toute leur importance de pouvoir dire justement aux victimes, je te crois, tu n'y es pour rien, c'est de sa faute, la loi l'interdit. On va voir juste après le cadre légal qui existe sur ce sujet. Ça permet de justement créer ce cadre rassurant, et on a vu aussi toute l'importance qu'il y a de déculpabiliser la victime, parce qu'on sait que les victimes de violences et de cyberviolences à caractère sexiste et sexuel notamment, en général, ont une honte très forte qui pèse sur elles et qui va parfois justement les freiner dans le fait de révéler ces faits. Et donc, c'est important de pouvoir replacer aussi ce contexte-là. Au sein des établissements scolaires, on conseille aussi d'avoir un protocole. Il y a des exemples de protocoles qui ont été créés par le ministère de l'Éducation nationale en matière de cyberviolence, mais aussi en matière de harcèlement scolaire, de violences sexuelles, de violences LGBT-phobes aussi, que vous pouvez ensuite reprendre et adapter au sein de votre établissement scolaire, notamment pour pouvoir savoir à qui s'adresser, et aussi pouvoir justement avoir des ressources en interne, mais aussi des ressources en externe que je vais vous présenter juste après, pour orienter l'élève, c'est-à-dire pouvoir aussi expliquer assez clairement qu'est-ce qu'on peut faire selon ses fonctions, selon ses missions aussi au sein de l'établissement, et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, mais là, on va pouvoir orienter l'élève vers une autre aide extérieure ou interne à l'établissement. Et puis, ce qui nous intéresse ici, c'est de faire un focus sur ce qui est spécifique sur la question du cyber, sur la question plus générale des violences sexistes et sexuelles, et notamment des violences sexuelles vécues par les jeunes. Je vous renvoie au webinaire précédent qui avait été animé par Gaëlle et que vous retrouverez aussi sur le site internet. En matière de cyber, ce qui est spécifique, c'est qu'on va pouvoir accompagner le jeune ou la jeune pour bloquer, par exemple, la personne qui harcèle en ligne, qui envoie des propos dénigrants. On va pouvoir signaler des contenus en ligne pour demander leur retrait. Et chose assez importante aussi, c'est de conseiller de faire des captures d'écran. Le cyber va laisser des traces. On a vu même des stories qui peuvent être éphémères. On peut quand même réaliser des captures d'écran. Et derrière, ça va permettre, par exemple, si la personne souhaite déposer plainte, on va pouvoir joindre ces captures d'écran comme des preuves de ces violences. Mais même si on ne souhaite pas déposer plainte, toutes ces preuves peuvent permettre justement de retracer les violences qui ont été vécues, qui ont été subies dans ce cadre-là. Alors, bloquer une personne, vous retrouverez le tutoriel sur notre site stopcybersexisme.com qu'on vous présentera juste après. Demander le retrait d'un contenu en ligne. Souvent, on se dit que finalement, sur Internet, on ne peut rien faire. Une fois qu'une photo a été diffusée, finalement, c'est trop tard. Alors effectivement, c'est très difficile de retirer une photo sur Internet, mais c'est important de savoir qu'il existe des recours en la matière, qu'il existe des acteurs et des actrices qu'on va pouvoir mobiliser pour faire valoir nos droits, puisque Internet, ce n'est pas un espace de non-droit. Il y a des droits et des devoirs aussi en ligne, et on ne peut pas publier tout et n'importe quoi. Et il existe justement des plateformes qui peuvent vous accompagner dans ces processus-là. On a cette fiche pratique que vous pouvez télécharger via notre site, qui est un dépliant de 6 pages, où justement on a voulu recenser toutes les possibilités, tous les recours qui existent pour signaler un contenu en ligne. Pour justement avoir un seul endroit, on va pouvoir retrouver toutes les informations, sachant que tous les recours, je vais vous présenter quelques-uns juste après, ne sont pas exclusifs les uns des autres. Donc il est possible de signaler sur la plateforme, signaler via le 3018, signaler via Pharos, tout ça en parallèle pour justement mettre toutes les chances aussi de son côté parfois pour faire retirer un contenu qui a été diffusé sans le consentement en ligne. S'il y a un seul recours à se rappeler, à garder en tête, c'est le 3018. Le 3018, c'est le numéro d'écoute géré par l'association e-enfance. C'est le numéro d'écoute pour les jeunes victimes de violences numériques, qui a un statut de tiers de confiance auprès des principales plateformes, donc auprès de Facebook, d'Instagram, de Snapchat, de TikTok ou de WhatsApp, etc.
C'est-à-dire que nous, on va pouvoir signaler un contenu sur la plateforme. C'est en général ce qu'on conseille de faire. Je vois justement une photo qui a été diffusée sans mon consentement ou une photo à caractère sexiste, un message harcelant, je peux le signaler et chaque plateforme a un outil pour signaler ce contenu-là. Mais je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de signaler des contenus en ligne. Souvent, ça prend beaucoup de temps d'avoir une réponse, ou on va aussi avoir une réponse qui n'est pas forcément satisfaisante, qui va nous dire votre contenu ne contrevient pas aux règles de la communauté, etc. Le 3018 a une sorte de canal de communication privilégié avec chacune de ces plateformes. Donc les signalements du 3018 vont être beaucoup plus rapides que les signalements d'utilisateurs et utilisatrices lambda, on va dire, et vont aussi avoir beaucoup plus de possibilités, de chances d'obtenir un retrait. Donc c'est vraiment une ressource centrale à avoir en tête, notamment en cas de diffusion de contenu à caractère intime. Et puis, il existe aussi d'autres recours qui apparaissent ici. Il faut savoir qu'il y a Pharos. Pharos, c'est la police d'Internet en quelque sorte. On peut remplir un formulaire de signalement en ligne pour justement dénoncer la présence de contenu illicite, interdit. Et il y a également une autre plateforme qui s'appelle Point de contact, sur laquelle on peut aussi remplir ce type de contenu. Et il faut savoir que Pharos et Point de contact, notamment en matière de contenus qui vont représenter des mineurs, qui vont rentrer aussi dans le domaine de la pédocriminalité, ce sont des plateformes qui ont des moyens renforcés dans ce domaine-là. Donc pour les jeunes que vous accompagnez lorsqu'ils et elles sont mineurs, il y a vraiment des droits renforcés pour faire retirer des photos de soi et notamment des photos à caractère sexuel qui sont publiées en ligne. Si on veut justement accompagner un jeune pour signaler un contenu en ligne, or on l'a vu au départ, les jeunes elles-mêmes et eux-mêmes ne savent pas forcément comment signaler un contenu. Nous aussi, parfois, on ne peut ne pas savoir, connaître certaines plateformes, mais pas d'autres. Pour être accompagné sur ce point-là, on a créé cette plateforme stopcybersexisme.com, qui est un site ressource en matière de cybersexisme et où vous allez pouvoir trouver une partie qui s'appelle Je signale et qui justement présente des tutoriels pour signaler comment on signale un propos sexiste sur WhatsApp, comment on signale une photo diffusée sans le consentement sur Instagram. Parce que toutes les plateformes doivent avoir un outil de signalement, mais ce n'est pas forcément toujours très clair. Par exemple, sur TikTok, si vous voulez signaler une photo diffusée sans le consentement, il faut appuyer sur partager, ce qui en soi est un peu contre-intuitif, puisqu'on peut se dire que si c'est une photo de soi, on va justement pas vouloir la partager, on va vouloir trouver ce bouton signaler et donc c'est aussi important de pouvoir le savoir et vous retrouverez donc ces informations, notamment dans cette fiche pratique sur le sujet. Comme je le disais, internet, ça n'est pas un espace de non-droit. Il y a de nombreux articles dans la loi qui sanctionnent des faits de cybersexisme. Après, il y a tout un enjeu sur l'application de la loi, effectivement, et on pourra en parler après aussi si vous le souhaitez. Mais c'est aussi important et intéressant de le savoir en matière de prévention qu'il existe un certain nombre d'articles de loi qu'on peut mobiliser sur le sujet. Je vous propose qu'on en aborde quelques-uns et vous retrouverez sur cette fiche qui apparaît ici, la fiche «Que dit la loi face au cybersexisme?», on a recensé un nombre assez important d'articles de loi qu'on peut mobiliser justement. L'article de loi qu'on peut mobiliser en cas d'injures homophobes en ligne, de diffusion de contenu sans consentement, et de montage photo, etc. Tous ces articles de loi avec à chaque fois des spécificités si la victime est mineure, vous le retrouverez sur ce tableau qui est accessible en ligne et qu'on a mis à jour l'an dernier justement pour intégrer les dernières évolutions législatives. Mais dès maintenant, je voulais vous présenter aussi quelques articles qui sanctionnent du cybersexisme qu'on peut mobiliser dans ce cadre-là et commencer effectivement par le cyberharcèlement. Savoir que le délit de harcèlement, le fait d'avoir aussi des actes répétés qui vont venir nuire à une personne, il y a une circonstance aggravante lorsque c'est du cyberharcèlement. C'est-à-dire que la loi va punir davantage encore des faits de cyberharcèlement lorsque le numérique a été utilisé pour harceler une personne, donc des brimades, des humiliations, des insultes répétées.
Il y a également un article de loi concernant ce qu'on a appelé pendant, alors on entend moins cette expression, mais le happy slapping. Peut-être que vous en avez aussi déjà entendu parler. C'est un terme assez trompeur parce que happy slapping, si on le traduit, ça pourrait être quelque chose comme donner des baffes joyeusement. En tout cas, il y a happy de bonheur qui est dedans. Or, si on veut un terme plus explicite, c'est la question du vidéolynchage. Ça a été le fait de filmer des actes de violence physique, de violence sexuelle aussi, pour les diffuser en ligne et vraiment avoir encore une fois une forme de double peine, double violence pour les victimes qui d'une part subissent ces faits et ensuite sont exposées sur les réseaux sociaux notamment. Il faut savoir que l'auteur qui enregistre, la personne qui enregistre justement une agression physique, une agression sexuelle, un viol, va être considérée comme complice, va encourir les mêmes peines que la personne qui commet ces actes-là. Donc c'est important aussi en termes de prévention pour sensibiliser aussi sur ce sujet, de bien se rendre compte que aux yeux de la loi, c'est tout aussi grave aussi de filmer volontairement pour exposer la personne ces actes de violence que de les commettre. Donc là aussi, à chaque fois, vous retrouverez sur les diaporamas les articles du code pénal et également tous ces articles-là apparaissent dans la fiche Que dit la loi face au cybersexisme dont je vous parlais juste avant. Un autre sujet important, on en a beaucoup parlé aujourd'hui parce que c'est une forme de cyberviolence sexuelle malheureusement très répandue et c'est souvent ce à quoi on pense en premier lorsqu'on pense au cybersexisme aussi, c'est la question de la diffusion de contenu à caractère intime sans le consentement. Il faut savoir que depuis 2016 est puni le fait de diffuser sans l'accord de la personne un contenu, donc des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, quand bien même ce contenu a été obtenu de manière consentie. C'est un article assez important parce que justement, on a vraiment cette double notion de consentement, ce qui est assez rare aussi dans le code pénal, qui montre bien c'est une chose d'avoir consenti à la prise de la photo ou alors d'avoir envoyé la photo de manière consentie à une personne, et cela ne signifie pas consentir à sa diffusion. Ici, vous allez le voir, il y a une différence entre l'expression qu'on utilise en général et la manière dont c'est formulé dans la loi. Ici, on parle de contenu à caractère sexuel. Donc on n'a pas retenu cette idée de contenu à caractère intime comme on parle ici, mais justement, au départ, il y a eu un débat sur le mot pornographique et c'est finalement le caractère sexuel qui a été retenu pour englober, un nombre plus important de situations. C'est-à-dire aussi qu'avant 2016, avant cette loi, il n'y avait pas d'interdiction de cette diffusion non consentie et c'est justement une affaire, une affaire assez, choquante en soi sur cette, partage d'images qui a généré, la création de ce délit qui au départ n'était pas du tout prévu dans cette loi, où c'était une femme qui avait été prise en photo tout au long de sa grossesse, des photos d'elle nue pour voir le corps, son corps évoluer, des photos qu'avait prises son conjoint et suite à l'accouchement, ce couple s'était séparé et cet homme-là avait diffusé les photos de cette femme, à des amis et cetera sans son consentement. Elle avait porté plainte contre lui et finalement, lui, il avait fait appel et la cour de cassation avait dit: «Non, puisqu'elle a consenti à la réalisation de ces photos, elle a consenti à la diffusion de ces photos» et on voyait justement le problème que ça pose, consentir à la réalisation de photos dans un cadre intime ici du couple si cela est égal à consentir à la diffusion plus large de ces photos et c'est dans ce cadre-là qu'a été créé ce délit en 2016 de la diffusion non consentie de contenu à caractère sexuel. Donc un autre, délit qu'il est important aussi de connaître. Pour les mineurs, on est sur un autre volet de la loi aussi. Comme je le disais, des images de mineurs, on va parler, de pédocriminalité, de, pédopornographie aussi. Le fait d'enregistrer, de transmettre des images à caractère pornographique de mineurs est interdit par la loi et la loi de 2021 qui est venue aussi renforcer le cadre légal en matière de violences sexuelles faites aux mineurs, interdit aussi la sollicitation d'une telle image. Donc quand bien même le mineur ou la mineure ne réalise pas cette image, le fait qu'un adulte demande, exige, une photo à caractère pornographique d'un ou d'une mineure, c'est condamnable et c'est d'autant plus grave effectivement si derrière il y a une photo qui a été réalisée et envoyée.
Pour vous présenter quelques derniers articles de loi, on va continuer justement dans ce décryptage un peu du cybersexisme et le fait de poser des définitions sur des mots qui sont souvent en anglais pour pouvoir mieux se les approprier aussi. Est-ce que vous savez ce que c'est le upskirting? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Alors non. Soulever la jupe, effectivement, avec skirt, il y a l'idée de la jupe. Une histoire de jupe, ça se traduit bien. Pas du tout. Effectivement, c'est l'idée de soulever la jupe et en fait, c'est l'idée de filmer, prendre en photo des parties intimes d'une personne. Alors, c'est pas seulement dans le cadre de jupe, mais c'est justement cette expression-là souvent qu'on entend, à son insu ou sans son consentement. Là aussi, c'est un délit relativement récent, 2018, qui vient sanctionner le fait de prendre des photos des parties intimes d'une personne sans son consentement ou à son insu. Et il faut savoir, c'est important aussi de l'avoir en tête, qu'il y a une circonstance aggravante lorsque la victime est mineure, ce qui paraît aussi évident, mais aussi lorsque c'est une violence commise dans des transports en commun. Ça veut dire aussi qu'il y avait eu tellement de cas aussi de violences rapportées de prendre des photos sous la jupe des filles notamment ou des photos de parties intimes à l'insu dans les transports en commun, que la loi a mis en place une circonstance aggravante, c'est-à-dire qu'elle punit d'autant plus ce délit-là lorsqu'il est réalisé dans ces conditions, c'est-à-dire lorsqu'il est réalisé dans les transports en commun. On continue sur les formes de cyberviolence et les termes, les raids numériques. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des raids numériques? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est selon vous aussi? Non. Pour l'instant, on n'a que des noms. Alors, envahir de commentaires sexistes via des robots, harceler, acharner, attaque groupée, effectivement. Effectivement, cette notion de raid, c'est vraiment cette idée d'attaque concertée. C'est un terme qu'on retrouve des fois aussi dans le langage plus militaire, mais là, c'est vraiment une idée d'un harcèlement concerté, un harcèlement groupé. Et en fait, ça a été ajouté dans la loi en 2018, encore une fois, un ajout assez récent, pour venir sanctionner, justement, là, on va parler, alors ça peut exister hors ligne, mais là, notamment en matière de cyberharcèlement, c'est intéressant, puisque souvent, le harcèlement, on l'a vu dans la loi, c'est des faits répétés. Or, dans des affaires que vous avez dont vous avez sûrement entendu parler, ça peut être l'affaire Mila, ça peut être aussi la chanteuse Oshi plus récemment, le chanteur Eddie De Pretto, des personnes comme ça qui, notamment des personnalités publiques, hein, ce qui n'était pas le cas de Mila pour le coup au départ, mais que ce soit Oshi ou Eddie De Pretto, qui ont été victimes de harcèlement en masse. On s'est trouvé aussi face à du côté des harceleurs et des harceleuses, des personnes qui avaient envoyé juste, entre guillemets évidemment, un message sexiste, un message lesbophobe, un message homophobe, un message dénigrant. Et ce que la loi est venue ajouter en 2018, c'est de dire est coupable de cyberharcèlement la personne qui envoie un seul message si ça a été de manière concertée ou si elle ne pouvait pas ne pas savoir que la victime était justement la cible d'un raid, qu'elle recevait de nombreux messages. On ne pouvait pas ne pas savoir que Eddie De Pretto, que Mila étaient la cible, ou sont parfois malheureusement encore la cible de raids, c'est-à-dire de harcèlement en masse. Que si on va sur leur compte Twitter, si on va sur leur compte Instagram, on peut voir ces commentaires dénigrants. Et donc, du côté des agresseurs, si on envoie même un message, on se rend coupable de cyberharcèlement. Et donc, c'est important aussi, là encore une fois, même en termes de prévention, de l'avoir en tête, puisque ça permet aussi de changer la perspective, puisque justement, dans ces procès assez médiatiques, lorsqu'il y en a eu, on voit à la barre des personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'elles font là, en disant « Ah, mais moi, j'ai envoyé juste un message un soir, je ne voulais pas blesser, etc. » qui n'ont pas ont l'impression que c'est disproportionné un petit peu comme réponse. Or, ce qu'il est important là de voir, c'est de changer de perspective et de se mettre du côté de la victime qui, elle, reçoit des messages
par centaines, parfois par milliers, sur plusieurs jours, souvent sur plusieurs réseaux. Donc, ça peut être via son numéro de téléphone portable, donc des SMS, des appels, via son compte Twitter, via son compte Instagram, etc. Et donc, de là, de pouvoir aussi visibiliser ça et de se dire prendre part à ce type de raid, donc d'attaque concertée, même si on écrit un seul message, c'est prendre part, se rendre coupable de faits de harcèlement. On continue sur ces exemples du cadre légal et après on pourra effectivement répondre à vos questions s'il y en a d'autres sur le cadre légal et on continue sur l'exploration des termes avec le doxing. Alors on le retrouve toujours un terme anglais, on le retrouve avec des fois un seul X, des fois deux X. Est-ce que vous savez ce que c'est le doxing? Et si c'est le cas, n'hésitez pas du coup à le dire dans le chat. Non. Oui, un oui. La diffusion de l'adresse de quelqu'un, oui. Toujours pas. C'est OK, c'est pour ça qu'on est là, c'est le but aussi, pour qu'on apprenne ce type de terme. Divulgation de données personnelles, effectivement. Le doxing, c'est le fait de diffuser des données personnelles d'une personne, dévoiler des informations personnelles, notamment le nom de famille, l'adresse d'une personne, le plus souvent sur internet, afin de lui nuire. Là et toujours, hein, on est dans des situations où le but, c'est de nuire à l'autre. Là, encore une fois, c'est un article très récent qui est venu sanctionner. Il y avait déjà l'histoire de la protection de la vie privée, notamment dans le Code civil, mais là, de venir sanctionner précisément ce type de violence, c'est un article de 2021 qui sanctionne du coup le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne, permettant de l'identifier ou de la localiser afin de l'exposer à un risque direct d'atteinte à la personne ou au bien que l'auteur ne pouvait ignorer. Donc c'est vraiment l'idée d'exposer une personne pour lui nuire. Et effectivement, c'est ce qui apparaît dans le chat, c'est un amendement qui a été pris suite à l'assassinat de Samuel Paty, où effectivement le fait de pouvoir exposer son identité, son adresse, l'a directement mis en danger. Et c'est pour venir sanctionner ce type de situation, on pense aussi là à notre exemple des comptes ficha. On se dit justement cette photo de filles notamment qui peut parfois diffuser avec en dessous des propos incitant à la violence, incitant à des violences sexuelles notamment, et par exemple l'adresse ou la classe de cette fille-là. Ça peut être aussi considéré comme du doxing. En raison du caractère très récent de cet article de loi, on n'a pas encore beaucoup de jurisprudence à ce sujet pour voir aussi comment il est utilisé, dans quel cas on peut réussir effectivement à obtenir des condamnations, hein. J'ai vu qu'il y avait effectivement des points qui soulevaient ce point dans le chat aussi. Là, on présente le cadre légal tel qu'il existe. La question de l'application de la loi, c'est un autre enjeu et on sait qu'il y a des difficultés aussi sur le sujet. Mais en tout cas, on pourrait aussi le mobiliser dans ces situations-là, dévoiler des informations personnelles en sachant, en tout cas, on ne peut pas ne pas savoir le risque qu'il y a d'exposer la personne à des violences. Ça, c'est condamné par la loi. Donc voilà pour quelques exemples du cadre légal. Comme je vous le disais, il y en a bien plus. Il y a beaucoup vraiment, le cadre législatif, il est vraiment important sur le sujet. Et donc, vous le retrouverez sur la fiche Que dit la loi face au cybersexisme pour creuser davantage. C'est aussi une fiche qui est pensée un peu comme un outil pratique à garder un peu sous le coude pour justement pouvoir assez rapidement qualifier une situation lorsqu'on en a besoin, que ce soit en matière de prévention ou justement pour proposer à un ou une jeune victime de faire valoir ses droits. Pour rappel, le dépôt de plainte, c'est un droit. Les policiers, policières, gendarmes qui reçoivent le ou la jeune victime en commissariat ou gendarmerie ont l'obligation de prendre la plainte. C'est l'article 15.3 du Code de procédure pénale. On peut déposer plainte dans n'importe quel commissariat ou gendarmerie à toute heure sans besoin de preuves. Là on a vu, hein, la question de collecter des preuves en faisant des captures d'écran, mais on n'a pas besoin d'avoir des preuves pour déposer plainte. Et en cas de refus de plainte, il est possible de saisir le défenseur des droits. Il y a aussi des modèles pour déposer plainte par lettre directement en s'adressant à la procureure ou au procureur de la République. Et pour rappel aussi, les mineurs peuvent déposer plainte seuls, mais à un moment de la procédure, les responsables légaux seront au courant de cette procédure-là.
Donc ça aussi, on pourra en reparler si vous le souhaitez, mais aussi rappeler effectivement, encore une fois, qu'il existe des droits en la matière. C'est aussi important de pouvoir informer les victimes de leurs droits sur le sujet. Et puis, comme évoqué, connaître quelques dispositifs d'écoute pour pouvoir avoir aussi une orientation à l'extérieur de l'établissement, orientée vers des professionnels qui vont être formés spécifiquement en matière d'écoute de situations de cyberviolence, de violence à caractère sexiste, sexuel, LGBT-phobe. Le 3018 dont je vous parlais, il faut savoir aussi que maintenant, on peut contacter le 3018 par chat sur le 3018.fr. Il y a également une application qui existe du même nom, du 3018. Également, si vous ne le connaissez pas, le chat commentonsaime.fr de l'association En Avant Toutes. C'est un chat à destination des jeunes de 16-25 ans qui vivent des violences dans le cadre de leurs relations amoureuses, des jeunes LGBTQIA+, également, qui permet justement là d'avoir une écoute professionnelle pour venir nommer parfois les violences lorsque ce n'est pas encore le cas, ce qui peut être une étape particulièrement difficile aussi. Donc c'est vraiment une ressource intéressante aussi vers laquelle on peut orienter les jeunes. L'association Stop Ficha, dont je vous parlais, hein, qui aussi, voilà, si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à les suivre. Elles produisent énormément de contenu pédagogique très intéressant sur le ficha, mais elles se sont aussi ouvertes justement à toute forme de cybersexisme et elles ont aussi créé un ouvrage à ce sujet. Et puis, des numéros plus classiques, entre guillemets, mais qui peuvent aussi apporter une réponse intéressante dans certaines situations. On le disait, les cyberviolences à caractère sexuel, elles ont des conséquences en termes de psychotrauma similaires à des violences sexuelles en ligne. On peut donc orienter aussi les victimes vers le numéro Viol Femmes Information. Il y a évidemment la ligne du 3020 du non-harcèlement de l'éducation nationale. Et puis, en matière de cyberviolence LGBT-phobe, il y a les lignes d'écoute de SOS Homophobie et la ligne Azur. Ces dispositifs d'écoute, ils sont gratuits, ils sont anonymes. On peut orienter la victime, mais il est aussi possible d'appeler en tant que témoin, en tant que professionnel qui accompagne, pour justement des fois demander des conseils, demander de l'aide sur une démarche, sur une situation particulièrement compliquée. Donc vous pouvez aussi vous en saisir en tant que professionnel qui peut accompagner des jeunes victimes de cyberviolence à caractère sexiste ou sexuel, par exemple. Pour clôturer, là, on a vu justement des outils pour savoir finalement comment accompagner les jeunes qui viendraient révéler des situations de cyberviolence sexiste, sexuelle, LGBT-phobe. Mais évidemment, l'enjeu, c'est aussi de pas seulement réagir lorsqu'effectivement il y a une violence rapportée, mais de pouvoir faire de la prévention sur le sujet. Donc, je vous propose de clôturer ce webinaire sur quelques outils, notamment qu'on peut mobiliser pour faire de la prévention auprès des jeunes sur ce sujet avant de pouvoir justement prendre le temps d'échanger. Premier point, en général, au centre, on propose justement des points de vigilance qu'on peut adopter pour aborder la question du cybersexisme en faisant attention aux enjeux relatifs à l'égalité filles-garçons et à ne pas diaboliser aussi le domaine du cyberespace. Le premier point, il peut paraître assez évident, et tant mieux si c'est le cas, c'est de ne pas culpabiliser les victimes. Là encore, on revient à notre histoire de nude et on a vu la honte qu'il peut y avoir sur le sujet. Et donc, lorsque une fille, par exemple, va venir en disant j'ai envoyé un nude à un petit ami, par exemple, ou à une personne qui l'a diffusé par la suite, aller à l'encontre de ce réflexe qui pourrait être de dire mais pourquoi tu as fait ce nude, pourquoi tu lui as envoyé, etc. On a vu l'importance de ne pas culpabiliser davantage encore les victimes qui malheureusement, en général, ont déjà tout un tas d'injonctions culpabilisantes qui pèsent sur elles. Donc c'est vraiment important de ne pas culpabiliser les victimes, poser ce cadre rassurant comme on disait. Je te crois, tu n'y es pour rien. On va essayer de voir ensemble des solutions. Je vais te proposer d'autres ressources qui vont pouvoir t'aider, etc. Ne pas surprotéger les filles, de manière générale, les jeunes qui vivent du phénomène de cybersexisme, notamment en les excluant de ces espaces numériques. C'est ce qu'on disait. Le but, c'est de ne pas dire ah, ne va pas sur Snapchat, c'est trop dangereux, etc. Tu as été harcelé, etc. C'est de réfléchir collectivement comment on fait ces espaces des espaces plus sûrs pour tous et toutes. Ça va de pair aussi avec le fait de responsabiliser les agresseurs et les agresseuses. Si on ne culpabilise pas les victimes, par contre, on met bien la responsabilité.
il n'aurait pas dû faire ça, elle n'aurait pas dû faire ça, il ou elle n'avait pas le droit. C'est important aussi dans les messages de prévention qu'on porte, justement d'aller à l'encontre de ces phrases qui on a l'impression que la photo a été diffusée toute seule, elle a été affichée, la photo a été diffusée et de bien replacer aussi la responsabilité, aussi pour que sensibiliser tous et toutes au rôle que chacun et chacune peut jouer en ligne, justement en tant qu'allié potentiel ou justement sensibiliser sur le fait que relayer des commentaires dégradants, relayer des photos diffusées sans le consentement, c'est participer à cette dynamique de cybersexisme. Et enfin, le fait de ne pas diaboliser les outils numériques. Les violences dont on parle, on voit qu'elles reposent sur des logiques sexistes qui préexistent largement au numérique, hein. Les violences sexuelles n'ont pas attendu le numérique pour se développer et être structurelles dans notre société. Et donc, c'est aussi important de ne pas tout faire porter sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on disait au tout départ, hein, qui serait un mal incarné, etc. En plus, parce que ce discours-là risque parfois de décourager certains jeunes en se disant: «Les adultes ont toujours dit que les réseaux sociaux, c'était vraiment, il fallait pas absolument pas y aller, donc je ne vais pas oser aller parler des situations de cyberviolence que j'ai pu vivre». Et plus généralement, d'un point de vue positif, ça va être justement le fait d'engager une réflexion avec les jeunes de manière transversale sur ces questions-là. On parle de l'éducation à l'égalité, à la sexualité, de la lutte contre les discriminations, de l'éducation au numérique, en réfléchissant sur la présentation de soi en ligne, sur la question du double standard sexiste qui peut exister, sur le rôle de des images, des droits qu'on a sur Internet, mais aussi des devoirs qu'on a, des conséquences justement de nos actions, le fait de liker, de partager, de rediffuser des images, des propos, ça fait partie aussi des aspects de prévention qu'on peut développer avec les jeunes. Quelques outils justement pour animer des séquences de prévention. Il y a la campagne Stop Cybersexisme que vous retrouverez sur notre site, que vous pouvez télécharger, que vous pouvez aussi commander gratuitement en papier en Île-de-France ou avec des frais de port en dehors de l'Île-de-France, qui est composé d'un flyer avec justement les recours utiles pour les jeunes, ont les droits, vraiment les grands principes un peu de ce qu'on a vu. Et puis cette affiche qui apparaît à droite avec les 5 bons réflexes pour combattre le cybersexisme. Aussi une affiche justement avec des points pour venir démarrer le dialogue. Voilà, je demande le consentement d'une personne avant de la prendre en photo, pouvoir discuter de ces éléments-là avec les jeunes. Un autre support de prévention qu'on a réalisé au centre, c'est une exposition qui s'appelle «Lutter contre les cyberviolences sexistes et sexuelles», qui a été illustrée par Marianne Balabo. Vous voyez ici le titre des 12 panneaux qui apparaît. Donc ça permet d'aborder différentes formes de cyberviolence, les cyberviolences LGBT-phobes, le cyberharcèlement, la question des doubles standards, de la représentation des corps, à chaque fois accompagné de témoignages de jeunes, mais aussi de ressources, de données chiffrées et surtout des ressources pour les victimes, des bons réflexes pour les alliés aussi et des QR codes qui permettent d'accéder à des contenus aussi complémentaires sur le sujet. Toujours dans les campagnes du Centre Hubertine Auclair, l'expo, effectivement, elle est empruntable par les établissements scolaires franciliens et en dehors de l'Île-de-France, c'est en lien avec votre référent ou votre référente académique égalité. On peut effectivement signer une convention pour l'impression de l'exposition. C'est déjà le cas dans un certain nombre d'académies. D'autres campagnes, qui peuvent aussi justement qui font ce lien, ce continuum entre cyberviolence sexiste et sexuelle et violence sexiste et sexuelle hors ligne, c'est la campagne Plus jamais sans mon accord. Vous la retrouverez aussi en ligne, où il y a une brochure notamment qui fonctionne très bien auprès des adolescents et adolescentes, avec des, bons réflexes à avoir, le fait d'identifier un certain nombre de situations qui portent du coup sur des violences sexuelles, mais aussi sur des cyberviolences sexuelles. Pour aller plus loin dans ces contenus-là aussi, vous pouvez consulter la malle de ressources sur le cybersexisme. Alors c'est une malle, donc c'est un outil interactif, qui apparaît un peu comme on voit à l'écran. Vous allez retrouver des associations qui interviennent en milieu scolaire sur le sujet, des études, des ouvrages en public si vous souhaitez aussi approfondir vos connaissances, sur le sujet. Et puis dans la catégorie outils d'animation,
vous allez retrouver des vidéos, des podcasts, des séries, des films. On essaye de l'actualiser justement régulièrement pour que ce soit aussi des films, des podcasts qui sont connus chez les jeunes notamment, pour animer des séquences de sensibilisation sur le cybersexisme. Ici, on avait notamment mis un exemple de la vidéo du prix non au harcèlement de l'an dernier sur la catégorie justement cyberharcèlement qui nous semble très pertinente, qui a été réalisée par des collégiens et collégiennes sur la question justement de la diffusion de photos, des commentaires liés à la question aussi du genre. Et vous allez ensuite retrouver voilà, de nombreuses ressources qui sont des coups de cœur ou qui nous ont été conseillées aussi par des professionnels de l'éducation. N'hésitez pas aussi, évidemment, si vous avez des ressources qui fonctionnent très bien, que vous utilisez sur le sujet, à nous en faire part. Le but, c'est justement de l'actualiser régulièrement. Et j'en profite pour vous dire, ce qui peut vous intéresser aussi, on a de nombreuses autres malles. On a une malle justement sur la question de l'éducation à l'égalité pour le second degré, pour le maternel, pour le primaire. Il y a une malle sur la question des règles, il y a une malle sur la question des violences sexuelles et des violences commises dans le cadre familial et des violences sexuelles subies par les mineurs qui fonctionnent à chaque fois sur ce même principe. Donc n'hésitez vraiment pas à les consulter, tout est en ligne et gratuit. Et enfin, ce site que je vous ai déjà évoqué à plusieurs reprises, c'est ce site stopcybersexisme.com, donc notre site ressource en matière de cybersexisme avec des explications, des chiffres, des témoignages sur le sujet. On va retrouver ici la fiche Que dit la loi dont on parlait. On va retrouver la fiche Que faire en cas de diffusion de contenu intime avec toutes les explications pour signaler et aussi des tutoriels pour justement comment je signale sur Instagram, sur WhatsApp, etc. On va retrouver des foires aux questions plutôt à destination des parents, des questions plutôt juridiques, les dispositifs d'aide aussi. Et dans la partie ressources, c'est une sorte de version plus exhaustive, entre guillemets, de la malle, où là, vraiment, on liste depuis des années des ressources universitaires, mais aussi des ouvrages, des films sur le sujet. Donc, c'est voilà, un autre endroit où aller piocher des idées pour animer des séquences sur le sujet. Et donc pour aller plus loin, de cette présentation sur le cybersexisme, vous indiquez effectivement, comme disait Gaëlle, en introduction, qu'on réalise des formations interprofessionnelles sur le sujet de 2 jours. La prochaine a lieu, très bientôt, le 16 et 17 février. C'est des formations qui ont lieu au centre Hubertine Auclair, donc on est à Saint-Ouen, à côté de Paris. Elles sont ouvertes, vraiment à tout professionnel de l'éducation nationale, mais aussi à tout professionnel qui travaille auprès des jeunes. Donc associations qui interviennent dans le milieu scolaire, la question du secteur jeunesse aussi, évidemment. Et on creuse juste beaucoup plus cette question du cybersexisme, du décryptage du cybersexisme, de la prévention, mais aussi de l'accompagnement des jeunes qui peuvent en être victimes. On a également, de la même manière qu'il y a ce cycle de webinaires sur l'éducation à l'égalité, il y a un cycle de webinaires sur les cyberviolences sexistes et sexuelles. Tous ne sont pas en replay, mais il y en a notamment un en replay avec l'avocate Rachel Fleur-Pardo. Je sais qu'elle a été citée à un moment dans le chat, qui est l'avocate cofondatrice aussi de l'association Stop Chicha et d'une commissaire de police, la commissaire Sandrine Masson, qui portait justement sur comment on accompagne des victimes pour faire valoir leurs droits. On a déjà eu l'occasion de le dire, mais il y a aussi un enjeu entre le cadre légal existant et puis l'application concrète de ce cadre légal-là. Donc ça, vous pourrez y accéder et on mettra aussi prochainement en ligne le programme pour 2023. Et puis une dernière ressource qui peut aussi vous intéresser, notamment parce que on sait que souvent en matière de numérique et notamment pour les femmes, il y a un fort sentiment d'illégitimité. Que souvent on se dit: «Ah oui, mais moi j'y connais rien, les réseaux sociaux je maîtrise pas du tout, c'est pas du tout mon domaine» et cetera. C'est un sentiment qui est normal, hein, parce qu'il est aussi construit, qui repose sur de nombreux stéréotypes sexistes en la matière, qui se sont perpétués d'année en année aussi sur le sujet. Mais justement pour s'outiller, pour ne pas aller chercher des informations que sur des forums très qui vont pas forcément être, qui peuvent
apparaître en tout cas hostile, notamment pour les femmes, les minorités de genre, on a voulu créer ce site qui s'appelle Je protège ma vie privée en ligne et vous retrouverez justement des conseils qu'on veut accessibles à tous et toutes, quel que soit son niveau d'aisance avec le numérique, pour dire finalement comment je sécurise mon téléphone portable, comment je sécurise mes réseaux sociaux, comment je sécurise ma boîte mail. Donc là encore, une ressource aussi pour aller plus loin sur la question du numérique. Et normalement, vous voyez apparaître à l'écran mon mail. Donc on a une petite vingtaine de minutes pour prendre les questions s'il y en a eu durant le webinaire. Mais sinon, évidemment, des fois, on a aussi besoin d'un peu de temps pour digérer aussi les informations. Si vous avez des questions qui vous viennent après, je reste disponible par mail. Mais aussi, si vous avez comme on disait, des ressources à nous conseiller, des situations à nous faire remonter, toute interrogation, je reste disponible par mail. Et je vous dis merci beaucoup pour votre participation et malgré les bugs techniques qu'il y a pu avoir. Merci. Oui, merci beaucoup Anna. Effectivement, on était vraiment très nombreuses, donc on sait qu'il y a des gens qui ont patienté un peu longtemps en salle d'attente. Voilà, on a été rattrapés par notre succès. On en fera part à Microsoft et voilà, on espère que ça a quand même pu bien fonctionner pour tout le monde. Moi, j'avais noté 2 questions auxquelles j'ai pas répondu dans le chat au moment où tu as parlé des questions de harcèlement et des comptes fichas. Donc il y avait une première question qui était, est-ce que le harcèlement en masse est toujours concerté? Est-ce qu'il y a forcément quelqu'un qui en est à l'origine? Et puis l'autre question, c'était, comment sont hébergés les comptes fichas? Comment est-ce qu'on peut s'y connecter? Merci pour les questions, Gaëlle. Alors, est-ce que le harcèlement en masse, notamment le côté raid, c'est toujours concerté? Pas forcément, mais on a quand même de nombreuses situations où ça a été le cas. On a notamment alors, vous l'avez peut-être suivi dernièrement, on a beaucoup parlé notamment de TikTok, qui héberge un certain nombre de contenus qu'on dit masculinistes, c'est-à-dire qui vont porter des idées complètement sexistes, hein, vraiment à l'encontre des droits des femmes, des minorités de genre. Et il y a notamment aussi des choses qu'on retrouve sur YouTube, des gens qui ont une certaine communauté, qui vont être suivis par des centaines de personnes, voire par des milliers de personnes, qui vont appeler au harcèlement, qui vont dire alors souvent, hein, ce sont aussi des femmes et minorités de genre, cette personne-là, on l'aime pas pour telle raison, elle est nulle, elle est moche, etc. Allez-y, ça peut être des choses aussi explicites que ça, on l'a vu, hein, des situations de allez-y, j'encourage ma communauté à y aller. Et puis, il y a d'autres situations, notamment qu'on a pu voir avec des personnalités médiatiques, des personnalités publiques, où il y a des prises de position, le fait d'aller sur un plateau télé, de faire certaines chansons, on va porter des discours, notamment des discours féministes, par exemple, des discours antiracistes, va exposer cette personne-là à des raids. Et là, effectivement, c'est pas forcément concerté. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure ces gens-là s'organisent, mais ça peut être aussi des réactions de toute une sphère de la société où plusieurs personnes se disent heurtées entre guillemets par ces propos et vont venir rappeler un peu, hein, à un ordre assez réactionnaire en ce cadre-là, en faisant savoir leur mécontentement, mais ça va bien au-delà puisqu'on a aussi des commentaires qui sont très clairement des incitations à la violence, à la haine. L'autre question sur les comptes fichas, où est-ce qu'ils sont hébergés? Alors, un peu partout, notamment en 2020, on avait beaucoup sur Instagram, sur Snapchat aussi. Là, c'est justement tout le travail remarquable qu'a fait l'association Stop Ficha, qui a dénoncé, qui a signalé très largement ces comptes fichas, notamment auprès de Pharos, auprès du 3018, auprès de Point de Contact, auprès de toutes ces ressources dont on vous a parlé, qui a pu en faire fermer un certain nombre, mais encore l'an dernier, il y a un réseau social, en tout cas une messagerie privée, sur laquelle elles n'ont pas réussi à les faire supprimer. C'est la question de Telegram. Telegram, c'est une messagerie sécurisée, cryptée, d'origine russe, où on a vraiment très peu de leviers en matière de modération. Et donc, malheureusement, c'est une messagerie qui s'est notamment fait connaître en matière de pédocriminalité, hein, notamment, mais où vont s'organiser ces comptes fichas-là. Et là, malgré un travail important de signalement, c'est très dur de faire fermer ces comptes-là. Et donc, il y a aussi encore tout un intérêt à sensibiliser et alerter l'opinion publique sur le fait que ce réseau social héberge ces contenus qui, pour autant, on l'a vu, sont illégaux, notamment dans le cadre légal français, et donc pouvoir sanctionner aussi ces agresseurs-là.
Alors il y avait d'autres questions, mais il y avait aussi des questions un peu en lien avec les formations, donc je réponds comme ça te fait une petite pause. Effectivement, il n'y a pas de centre Hubertine Auclair dans d'autres régions, de France, malheureusement. Nous aussi, on aimerait bien qu'il y en ait d'autres. Pour les formations qui ont lieu dans nos locaux à Saint-Ouen, elles sont ouvertes à des personnes qui viennent de toute la France, donc c'est le moment où vous pouvez, mais effectivement, il faut être en mesure, de pouvoir venir, jusqu'à nous pour y participer. Ça se passe à chaque fois sur 2 jours. Sinon, on ne propose pas de formation, dans les établissements, par exemple, en dehors de l'Île-de-France. En Île-de-France, on peut proposer des formations en établissement, effectivement dans le cadre des formations d'initiative locale. Sur ce thème-là, voilà, notre grosse contrainte étant notre disponibilité, puisque c'est Anna et moi qui animons ces formations et qu'on est très sollicités. Mais vous pouvez nous écrire par mail, pour nous poser la question. Et les ressources de nos formations, il y avait une question là-dessus, hein, sur les ressources de la formation de la semaine prochaine. En fait, ce sont des ressources qui sont en ligne, hein, pour vous dire, la malle dont Anna vous a parlé, le site Stop Cybersexisme, toutes les ressources qu'on va exploiter lors de la formation et sur lesquelles on va passer plus de temps dans ces 2 jours pour vraiment, voilà, travailler, avoir quelque chose de plus participatif, des mises en situation, et cetera. Toutes les ressources, elles sont en ligne sur nos sites, donc vous y avez accès, largement. Voilà, et puis sur les autres questions, donc je te renvoie les dernières questions que j'ai vues. Il y avait une question sur, comment accompagner un auteur d'agression qui est lui-même, victime par la pression du groupe. Une question sur le rôle des parents. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents, d'adolescents, particulièrement, au collège? Et puis alors là, une question, plus inquiétante, hein, sur, une tendance TikTok à propos de la journée du 24 avril qui serait, une journée pour violer. Donc voilà, savoir si on avait entendu parler de ce phénomène, voilà, du 24 avril prochain. Merci pour les questions. Du coup, alors, pour reprendre, dans le sens inverse, alors sur la tendance TikTok du 24 avril, moi je l'avais pas vu passer, mais effectivement il y a c'est justement l'endroit où se propagent un certain nombre de tendances qui peuvent parfois avoir cette dimension-là, assez inquiétante. Du coup, enfin moi de mon côté, je regarderai davantage et on reviendra vers vous si on a des ressources aussi, sur ce sujet. On avait vu, hein, passer des journées, notamment sectorisées dans des collèges ou parfois plus largement, de la main aux fesses entre guillemets, des choses comme ça, où il y avait des agressions sexuelles qui étaient beaucoup plus largement commises à ce moment-là. Et c'est aussi tout le travail important, à faire de veille, que font notamment les associations comme Stop Ficha, qu'on essaye aussi de faire ici au centre pour, pouvoir, prévenir au maximum ce type de situation et rappeler encore une fois qu'il y a aucun contexte, aucune tendance qui, légitime, rend possible, le fait de commettre des violences, sexuelles. L'autre question, si je ne me trompe pas, c'était sur les parents, c'est ça? Effectivement, les parents, il y a tout un enjeu, à les impliquer aussi, dedans. Malheureusement, on n'a pas énormément de ressources pour les parents. On en a quelques-unes, qui existent, qui sont aussi, hein, recensées sur le site Stop Cybersexisme. Mais il y a tout un enjeu aussi évidemment à pouvoir, apprendre encore une fois les réseaux sociaux avec ses enfants. Donc, notamment après selon l'âge, évidemment c'est graduel entre 13, et 17 ans, mais notamment avec les 13-15 ans, d'avoir un côté accompagné. C'est ce que prévoient normalement, hein, les règles des principaux réseaux sociaux. C'est qu'entre 13 et 15 ans, on soit accompagné par des adultes, de pouvoir dire aussi justement: «Qu'est-ce que tu postes? Qu'est-ce que tu fais?» Sans un côté, inquisiteur, mais avec cette dimension-là aussi d'apprendre ensemble, d'apprendre des compétences des jeunes, tout en pouvant apporter un regard critique d'adulte que le jeune ou la jeune n'a pas forcément et ce qui est complètement, normal. Et justement de pouvoir aussi créer un espace de discussion lorsqu'on est confronté à des contenus choquants. Et typiquement cette tendance-là, TikTok dont vous parlez du 24 avril, ça veut dire aussi créer cet espace où le jeune ou la jeune peut venir voir, alors un adulte d'établissement, mais aussi idéalement sa famille, pour dire: «J'ai vu telle vidéo, potentiellement j'ai peur», hein, ce qui peut totalement, se comprendre, et avoir cet espace d'échange avec des adultes. Ça passe aussi par créer ce cadre bienveillant qui n'est pas dans l'hyper diabolisation du numérique. C'était le conseil qu'on avait en matière de prévention. Ça ne veut pas dire ne pas avoir de regard critique, hein, sur les outils numériques. On peut en avoir et c'est important d'en avoir, mais ce n'est pas la même chose que de laisser la possibilité aux jeunes d'avoir un espace d'échange dessus.
J'en profite aussi juste pour rebondir, mais tu l'avais peut-être déjà fait aussi Gaëlle, sur le côté cyberharcèlement, cybersexisme, sur les termes. Je vois qu'il y a eu plusieurs questions aussi là-dessus. Ça a été juste, enfin voilà, nous au Centre Hubertine Auclair, on a notamment beaucoup porté ce terme de cybersexisme à partir de 2015 avec la première étude sur le sujet pour mettre en avant ces logiques sexistes qui se jouent derrière. C'est ce que je disais. On avait les premiers chiffres de l'éducation nationale qui disaient que les filles étaient plus largement touchées par des cyberviolences que les garçons. Et donc, on a voulu aussi montrer comment le numérique, il était vraiment un outil de plus dans l'arsenal du sexisme, qui concerne toutes les sphères de nos quotidiens, pour venir amplifier ces manifestations, et notamment ces manifestations via les cyberviolences à caractère sexiste et sexuel. Et dans ces cyberviolences-là, effectivement, il y a la question du cyberharcèlement, c'est-à-dire de cet envoi répété qui peut être à caractère sexiste, LGBT-phobe, avec un envoi répété de messages, d'appels, de commentaires qui sont dénigrants, qui visent la personne en raison justement de son genre, de son orientation sexuelle, par exemple. Et sur la question des mineurs auteurs qui seraient aussi victimes, alors là, peut-être Gaëlle, tu auras des outils aussi en plus sur la question des mineurs auteurs. On n'a pas forcément beaucoup d'outils sur le sujet, mais on sait qu'il y a les différentes méthodes. Après, ça dépend de la gravité, bien sûr, des faits dont on parle, mais sinon, il y a aussi la méthode PICAS dont vous avez sûrement déjà entendu parler, de pouvoir justement créer un échange avec les jeunes pour créer de l'empathie aussi. Là, ça n'est vraiment pas valable pour des situations de violence sexuelle, d'agression sexuelle, par exemple, où on va avoir besoin de mettre en place des sanctions plus importantes, notamment pour protéger la victime, mais notamment sur des effets de meute, des effets de groupe. On a eu des retours comme quoi, effectivement, cette méthode pouvait aussi être intéressante sur le sujet, mais Gaëlle, je te laisse compléter si tu veux. Oui, oui, ben, je rejoins ce que tu dis, parler aussi de l'importance de pas banaliser, de pas minimiser des violences, sexistes, des violences sexuelles qui peuvent se produire dans les établissements scolaires pour qu'en fait, voilà, en fait, la moindre violence soit nommée, condamnée directement par l'établissement pour essayer de limiter au maximum les effets d'entraînement et voilà, et les effets de groupe. Donc voilà, ne pas laisser passer à un tel point que ensuite la personne se retrouve prise dans un mécanisme qui la dépasse et de finalement juste faire ce qui a été fait par d'autres personnes et qui a déjà été toléré. Et ça, c'est facile à dire, mais en fait, il y a encore beaucoup de cas où des violences à caractère sexiste et sexuel sont banalisées, sont minimisées. Et donc, voilà, travailler de manière super large sur ces sujets-là, au-delà des faits isolés qui peuvent se produire où il y a des élèves qui sont victimes et auteurs aussi en même temps, quoi. Il y avait aussi Je une voulais question sur, le primaire, oui, je ne sais pas si Ouais. tu voulais y répondre? Ouais. Oui, effectivement, sur l'école élémentaire, du coup, vous retrouverez la formidable malle de Gaëlle sur l'éducation à l'égalité, justement, pour le primaire et aussi une pour la maternelle, puisqu'encore une fois, c'est des thématiques qui sont transversales. Donc, il y a des ouvrages voilà, aussi sur la question du corps, du consentement, qui vont sur le genre, qui vont être des outils pour appréhender aussi cette question-là. Aussi, dans le concours non harcèlement, il y a des vidéos réalisées par le primaire et notamment des vidéos en matière de cyber ou des affiches. Il y en a un certain nombre qui étaient vraiment intéressantes. Vous les retrouverez aussi souvent dans nos malles sur le sujet pour pouvoir outiller aussi les jeunes sur ces questions-là. Et puis, il y a peut-être une question sur, l'évolution légale en termes d'obligation de vérification des âges, des inscriptions sur les plateformes. Voilà, une personne qui demande si, ça évolue, s'il y a il va y avoir des choses qui vont changer. Le fait que, j'imagine, les utilisateurs et utilisatrices n'ont pas 13 ans mais mentent, et ont accès aux plateformes ou n'ont pas 18 ans et ont quand même accès, sans que ça pose plus de soucis. Alors, pas que je sache, il n'y a pas d'évolution prévue sur la vérification de l'âge sur les réseaux sociaux. Après, il y a des choses qui sont mises. Alors après, c'est toujours au bon vouloir de la personne qui crée son compte d'indiquer sa véritable date de naissance, année de naissance en tout cas, ou pas. Après, ça pose aussi la question de l'accès, ces outils numériques, qui soient encadrés ou non, et avec des échanges avec les adultes ou non. Effectivement, aussi la question des familles. Mais par exemple, sur TikTok, et c'est aussi le cas sur Instagram, il me semble, on a vu des sortes de mesures un peu de protection mises en place pour les moins de 15 ans. Donc si on met, imaginons sa vraie date de naissance ou alors
juste augmenté d'1 an ou 2, mais en tout cas qu'on apparaît comme un jeune ou une jeune qui aurait 13, 14, 15 ans, par exemple sur TikTok, ça va être automatiquement un compte privé. Impossibilité aussi de communiquer par exemple avec des personnes qu'on ne connaît pas, dans le but, très clairement, de prévenir, des sollicitations à caractère sexuel d'adultes, donc des situations de pédocriminalité, en ligne, de cyberpédocriminalité. Ensuite, la question de la vérification de l'âge, elle soulève des questions, en fait, en termes de protection des données et de l'accès aux données personnelles aussi. C'est quelque chose qu'on va retrouver, pour le coup, en matière d'accès, aux sites pornographiques, et je vous en parle parce que c'est vraiment une actualité, voilà, de la semaine dernière, sur le sujet, où il y a eu un débat depuis maintenant, quelque temps aussi en France sur comment, justement, on contrôle l'accès à ces sites-là pour que les mineurs de moins de 18 ans n'aient pas accès, et qu'en fait, la question quand on dit: «Il faudrait proposer une carte d'identité», là, ça soulève plein de questions sur qui va collecter cette carte d'identité-là, qui va garder la trace de, l'identité de ces personnes, donc de la protection des données personnelles. Donc comment on trouve des mesures technologiques qui permettent de vérifier l'âge, mais en même temps qui ne viennent pas collecter des données sensibles et les conserver, notamment par des grandes entreprises qui n'ont pas toujours des modes de fonctionnement transparents, n'est finalement pas si simple que ça à résoudre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a aucun espoir sur le fait de pouvoir avoir, des outils qui nous permettent d'avoir des âges appropriés pour chaque, réseau social et plateforme, mais qu'en tout cas, c'est un débat, assez vaste, encore aujourd'hui. Je me permets aussi d'ajouter parce que, tu me corrigeras, hein, si je mais on a parlé là pendant ce webinaire des violences vécues et commises beaucoup par, des ados, mais il faut aussi se dire que tout ça, ça ne s'arrête pas, enfin, il y a pas un moment donné où magiquement, à 18 ans, tout d'un coup, tout le monde, utilise correctement les outils numériques. Les violences, à caractère sexiste et sexuel en ligne, elles, touchent, des personnes beaucoup plus âgées, pas que les jeunes, et elles sont le fait aussi d'auteurs, beaucoup plus âgés que l'adolescence. Donc c'est aussi un problème, vraiment, de société, pas lié à la plateforme numérique en tant que telle, mais vraiment lié, comme le disait Anna, à des questions, de sexisme, de domination, voilà vraiment, sur lesquelles il faut travailler et qui sont à la base de tous ces types de violences, qui peuvent être, amplifiées, reproduites en ligne, mais voilà, qui viennent bien de notre société, initialement, et qui concerne tout le monde, pas uniquement les ados. Alors quelqu'un dit dans le chat: «J'ai une question», et sinon il y avait pas vraiment d'autres questions, hein, de dire effectivement, informer les parents, toujours former les personnels éducatifs et enseignants. Là-dessus on est bien d'accord avec vous. Hem Mais c'est encourageant du coup de voir des sessions comme aujourd'hui. On voit effectivement qu'on est très nombreux, nombreuses, à être connectés, et donc c'est plutôt bon signe sur cette situation-là. Voilà, il est 50, alors je sais pas si on 55, je sais pas si on voilà, on attend encore un petit peu, sinon on vous propose peut-être de clore ce webinaire. Comme Anna l'avait dit, on va vous envoyer par mail, les ressources à la suite de ce webinaire. Vous trouverez aussi plein de choses sur notre site. Hésitez pas à nous écrire, voilà, à nous poser vos questions. On vous répondra pas forcément immédiatement, hein, on fait de notre mieux, mais en tout cas, voilà, on est là pour continuer à vous épauler, à vous appuyer, sur ces thématiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes, et bon après-midi.